Oh là là, vous êtes si choupichou. Tu saurais pas ce que c'est, je me dirais que t'es mignon. Et vu que tu sais ce que c'est, je me dis que c'est que t'es con. Tiens, regarde, il commence à se pisser dessus. Les amis, aujourd'hui, je me trouve à la Bouquetière, en Eure-et-Loir. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, derrière moi, ce ne sont pas des moutons, mais des chèvres angora qui font de la laine mohair. Je ne connaissais pas du tout. Et donc pour en parler, je suis avec Fanny et Romain. Et je vous les présente tout de suite, évidemment. Et je me trouve donc avec Fanny et Romain. Comment ça va? Très bien. Très bien. Première question, Très, c'est très ça. bien. Ouais. On va s'en sortir. Nous sommes ici à la Bouquetière. On ne sait pas encore vraiment ce que c'est parce qu'il y a des animaux de partout. Mais avant qu'on s'intéresse à la Bouquetière, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu au parcours de l'un, de l'autre. Qui commence à me raconter sa vie? Tout est de la faute de Romain, donc faut commencer par Romain. On C'est à commence cause par de Romain lui qu'on est là. C'est vrai? Romain, t'es né où? Moi, je suis né dans l'Essonne. Dans l'Essonne, donc région Voilà. parisienne, 91, Ouais, c'est ça? exactement. Bah, moi, quand j'étais petit, j'hésitais entre veto et éleveur de chèvres. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire les deux. Mais alors dans l'Essonne, parce qu'on a l'impression que 91 c'est la banlieue, mais c'est la campagne aussi en Essonne? Moi, j'étais un peu entre les deux. Après, j'ai plus divagué finalement du côté campagne, mais c'est quand même pas très loin de la ville non plus. J'ai profité des deux côtés, quoi. Est-ce que tes parents sont issus du monde agricole? Ma mère est berrichonne, donc ma famille maternelle, oui. Ma famille paternelle, pas du tout. Donc à moitié. Mais tes parents n'étaient pas là-dedans? Non. D'accord. Non, non. Mes parents vous rêvaient que j'en sorte d'ailleurs. Quand Ah. je disais que je voulais faire veto ou éleveur de chèvres, pour eux c'était les deux pires métiers du monde. C'est-à-dire que, ma mère ne voit pas l'intérêt des animaux. On en connaît une autre? Ouais, c'est bizarre, il faudrait que je fasse une psychanalyse. Ouais, c'est ça. Elle a eu une enfance très rurale et pas facile. Enfin, quand elle nous en parle, on se croirait dans un roman de Zola. Et elle avait qu'une envie, c'était que ses enfants aillent vivre en Émile ville. Zola, hein, pas le rappeur. Non mais je précise parce qu'on a un public assez jeune. Parce qu'il y a des jeunes quand même. Voilà, elle voulait qu'on aille vivre en ville et elle se disait veto juste pour soigner des animaux à la campagne, c'est nul. Et éleveur, voilà, elle me disait je sais que tu sais les contraintes que c'est, je comprends pas que tu aies envie de faire ça. Voilà. Tu connaissais les contraintes du métier d'éleveur? Oui, parce que du coup, du côté de ma famille maternelle, moi j'ai passé ma vie dans les élevages. Ah voilà. Donc elle me disait, si j'ai le droit de tout dire, tu saurais pas ce que c'est, je me dirais que t'es mignon. Et vu que tu sais ce que c'est, je me dis que c'est que t'es con. C'était ça sa phrase. Et alors, Donc, il est et mignon quand ou con? je suis, Un peu des deux. Je Facile. dois avec sur ça, elle a raison. Ouais, c'est facile. Non, mais du coup, quand j'ai eu mon concours veto, elle m'a dit bon, c'est bien. Déjà, au moins, tu seras pas éleveur. Je trouve qu'elle a trouvé ça moins pire. Et je lui ai répondu mais maman, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai cru que j'allais me prendre une baffe, mais la baffe de ma vie. Elle m'a juste fusillé du regard et je me suis dit, oh là là. Et puis finalement, quand on s'est lancé, où j'ai été que veto pendant quelques années, le temps d'être quand même à l'aise dans ce domaine-là. Et puis quand je me suis lancé, alors on lui a dit, après avoir acheté la ferme, parce que vu qu'elle était en ruine, on s'est dit, elle va nous dire, ah là, c'est une connerie, comme tout le monde nous a dit d'ailleurs. Et puis j'appréhendais de lui dire du coup. Et elle m'a dit, je suis content de voir que tu n'as pas changé, donc c'est marrant quand même. Après, ça c'était il y a 30 ans, maintenant elle a changé de vision sur tout ça aussi. Voilà, fin de la psychanalyse. Ce n'est que le début. On va tous et toutes te connaître bien mieux à la fin de cette vidéo. Donc tu fais le bac dans le 91, école de veto également dans le 91? À Nantes. À Nantes, ok. Enfin, j'ai fait ma prépa à Tours, mon école à Nantes, donc peu importe. Là tu deviens veto, Ouais. tu t'installes où? Alors, Là, c'est à j'attends. cause de moi. Là, tiens. Chacun Là, a ses fautes dans l'Eure-et-Loir, l'histoire. par contre, c'est à cause de moi. Parce que moi, du coup, j'ai grandi en banlieue aussi, pas très loin de chez Romain. J'ai fait mes études de lettres modernes à Paris et j'ai passé mon concours pour être prof de français. Et ma première mutation a été dans l'Eure-et-Loir. Parce que quand on est jeune prof, on n'a pas le choix, on subit. Donc, je n'avais absolument pas demandé l'Eure-et-Loir. Je me suis retrouvée remplaçante Eure-et-Loir Nord. Donc voilà, autour de Dreux. Pour moi, l'Eure-et-Loir, c'était la Beauce. J'ai pleuré, je ne voulais pas venir. J'ai dit jamais la Beauce, c'est pas possible. Ces grandes plaines, là, c'est trop déprimant. Et puis en fait, on a découvert que l'Eure-et-Loir, ce n'était pas que la Beauce, qu'il y a aussi des rivières, des forêts et que c'est un peu vallonné. Et donc, quand j'ai eu ma mutation, du coup, il a cherché du travail. Autour. Ah parce que vous étiez déjà ensemble? On était déjà Ouais. ensemble, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ah ouais? Ouais. Très longtemps comment? Ça fait 24 ans. Vous êtes connus quoi, sortis de lycée? Il était en prépa et moi j'étais au lycée quand on s'est mis ensemble. Ah ouais? Ouais. Ah bah bravo. Hein? Bah, bravo. Bah bravo. C'est du C'est joli. Non, mais c'était une autre époque. C'est du Euh, joli. C'est la Elle classe, était il venait, mineure. il venait me chercher au lycée en voiture, moi, c'était la classe auprès des copines. En polo. Tu Mais tapais tout. sur la fenêtre, les vitres, elles tombaient. C'était Trop la classe. Ok, donc là, tu deviens prof de français quasiment en même temps que tu as ton diplôme de veto ou pas? Oui, c'est Ouais. ça.
Ah oui, donc vraiment en Ouais, même ça temps. c'est bien. Donc tu as goupillé, ta ouais. mutation, donc toi t'as pas le choix, tu viens ici. Ouais. C'est ça. Ouais, en fait, je me suis plu. Hein. Et puis, on s'est dit, on va bosser un peu là, le temps d'avoir assez de points pour. En fait, au départ, enfin bref, c'est une histoire de points de l'éducation nationale, mais on s'était dit, l'Académie d'Orléans-Tours, vu que moi j'ai ma famille maternelle dans l'Indre, on s'était dit, c'est assez facile à avoir. On s'est dit, on va attendre qu'elle cumule assez de points pour repartir dans l'Indre et éventuellement faire ce projet-là. Et puis, en fait, au bout de quelques années ici, on s'est dit, on s'était fait plein de potes, on aimait le coin, on avait fait notre villa, en fait, on n'a plus envie de changer. Donc voilà, c'est comme ça. C'est Moi, comme ça que l'éducation nationale repeuple l'Eure-et-Loire. c'est ça. C'est grâce à ça. Exactement. Et puis après, moi j'avais envie toujours de cette histoire d'élevage de chèvres parce que j'adore mon métier de veto, mais vraiment je suis fan. Mais quand on est veto, on produit rien. Je sais pas, ça, pareil, il me faudrait une psychanalyse aussi, mais j'avais envie de produire quelque chose. Et puis j'aime les chèvres et les oiseaux. Alors bon, j'ai pas mal d'oiseaux, mais ça j'en élève pas pour des raisons commerciales. Les chèvres, je voulais plus faire ça. Et puis en fait, le mohair, c'était génial parce que ça permettait. Excuse-moi, mais là t'es en train de Trop vite. spoiler, t'es en train de spoiler Ah de ouf. ouais. Après ce spoil terrible. Excuse-moi, j'en profite pour aller sortir les canards. Ils sont en train de pourrir la maison. On sort, merci. Les canards qui sont filmez. Ils étaient dans la maison tranquille. Ils sont insupportables. Ils ont grandi dans la maison, donc dès qu'ils peuvent re-rentrer, ils re-rentrent dans la maison. Ah, c'est excellent. T'as tout de suite balancé que tu faisais de la chèvre mohair, Ah oui, mais merde. j'imagine qu'il y a quand même une réflexion. Déjà, pendant combien de temps t'es veto? Comment t'arrives à ta réflexion de la chèvre mohair? C'est tout ça qu'on veut savoir aussi. Combien de temps j'ai été veto il- Attends, j'ai commencé en 2005 et on s'est installé ici en 2011. 6 ans. Ouais, enfin, t'as été veto 3 ans avant de dire en fait, j'ai envie aussi Ouais. d'élever des chèvres. Voilà, de revenir au projet. Et puis Fanny étant prof, elle m'a dit moi les traites, enfin j'ai des vacances, je veux pouvoir en profiter, c'est pas envisageable. Et je suis d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, quand on bosse en tant que veto ou en tant que prof, on peut pas faire de l'élevage de chèvres laitières et puis de la transfo et puis tout ça. Parce que dès le départ, le projet, quand il a dit qu'il voulait être éleveur de chèvres, d'accord, mais il n'y a aucun de nous deux qui voulait abandonner son autre boulot. Ah oui. Parce qu'on aime tous les deux notre autre boulot à côté. Et du coup, c'était aussi de trouver une Donc, on s'est dit, activité faut où on puisse qu'on- être tous les deux double actifs, en fait. Et Et qu'il n'y en ait être- pas un de nous deux qui soit obligé d'abandonner son autre passion. Voilà. Et qu'on ait un temps partiel chacun et que du coup ça puisse être un projet commun où on soit tous les deux dessus. C'est génial, C'était ça. ça la réflexion. Du coup, la réflexion, c'est ça. On se dit, ok, on a besoin d'être double actif. Qu'est-ce qu'on peut faire comme élevage pour être double actif? Voilà. C'est ça. Et puis qui nous conviennent à tous les deux. C'est-à-dire que moi Et, l'élevage. et c'était pas n'importe quel élevage, c'était élevage de chèvres. Ouais. Ah, c'était obligatoire. Ah, c'était obligatoire, il voulait être éleveur de chèvres. Ah oui. Donc déjà, Toi, t'aimes la difficulté. le champ est restreint, il reste Non. entre la laitière ou la lainière, quoi. C'est- C'est ça. Et puis en fait, le but étant aussi d'avoir un projet familial commun, et ben on s'est dit l'angora, enfin tout le côté la chèvre angora pour faire du mohair et de la vente directe. Elle, le côté magasin de fringues, ça lui plaît. Vu que le côté élevage lui plaît moyennement. Elle dit qu'elle aime pas les animaux, mais c'est pas vrai. Elle finit par Elle les s'attacher adore aussi quand hein, ils quand sont même. à 100 cuits à 180 C'est- degrés pendant 3 heures. C'est Elle les ça. adore, elle les adore. La ferme, ça nous permet de vivre plein d'autres choses. Je veux dire, il y a le côté élevage, il y a le côté vente directe, il y a tout le côté rencontre, tout le côté événementiel qu'on peut. T'en es un exemple, tu vois. On fait un festival de théâtre à la ferme, projet Micromis dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il y a plein d'autres choses qui permettent de faire vivre la ferme et de nous faire vivre tout ça à travers l'élevage, quoi. Oui, donc en fait, tu nous racontes ça un petit peu comme si c'était une évidence. En fait, c'est allé très vite. C'est je veux faire de l'élevage, ce sera forcément de la chèvre. Madame n'aime pas la laitière. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais effectivement, tu as dit c'est soit laitière, soit lainière. On ne mange pas de chèvre. Non, mais parce que. Si, on aurait pu faire de la bohère, on s'est même Alors posé la question. Mais en France, on mange quand même pas beaucoup de chèvres. ouais, et puis c'est quand même moins fun, quoi. Enfin, ça nous plaisait moins. Le but, c'est quand même d'avoir un peu un projet aussi écolo et cohérent. Et faire du textile intelligent, ça nous plaisait. Du coup, il y a aussi le côté créatif de réfléchir à des nouveaux produits, des nouvelles associations. Donc c'est en 2011 que vous décidez de vous installer en élevage de chèvre mohair. Un peu avant, parce qu'il a fallu trouver le temps. Le Bah, temps de trouver- trouver une trouver une ferme qui ferme nous de- convienne, parce que c'est ça. Voilà, un peu ce qui me convient, d'être sûr qu'on s'installe vraiment là. On déplace plus 50 ou 60 chèvres comme ça après une fois qu'on est installé, une fois qu'on a fait sa clientèle et tout. Il fallait quand même être un peu sûr de soi. Même si au départ, tout le monde disait non mais à Torcé, une boutique dans un Bah, trou paumé comme nous-mêmes, ça, nous on La avait un première doute. fois ouais. où on est venu visiter la ferme, il faut dire qu'elle ne ressemblait pas du tout à ça. C'était une grosse ruine, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. La cour, c'était une déchetterie. Il y avait un énorme hangar en métal qui prenait les 3/4 de la cour. Et la première visite qu'on ait faite tous les deux, on a dit non, on ne peut pas acheter ça, on a des travaux jusqu'à notre mort, c'est pas gérable. On est venu visiter en plein mois de novembre, il pleuvait, c'était tout plein de boue partout. On s'est dit c'est pas gérable. Puis ben, en fait, un mois après, on a dit on y retourne.
Même l'agent immobilier, il nous a dit, j'ai exactement ce qu'il vous faut, mais à votre place, je l'achèterai pas. C'est vrai qu'il nous a dit Merci ça. pour son honnêteté. Voilà, c'est ça. Et donc face à son honnêteté, finalement on a acheté. On a dit on mise tout sur le potentiel. Il n'y a effectivement pas grand-chose, mais il y a un potentiel énorme, on y croit. Donc ça veut dire en 2011, vous achetez ici, il y a du bâti, il y en a beaucoup, il y a quelle superficie derrière en tout et combien ça vous a coûté? Alors en terrain, il y a un demi-hectare seulement. Ah oui. Ouais, donc il a fallu trouver des pâtures. Ça a été, c'est toujours un peu un souci. Il y avait tous ces bâtiments-là, mais avec des toits en piteux état. Il n'y avait pas de fenêtres. À l'intérieur, il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité. On a vécu 6 mois de manière très très rude. Ça, on dormait sur un matelas gonflable devant le poêle. On se lavait au robinet d'eau froide extérieure là. Et on faisait des travaux toute la journée. Et on faisait des travaux. Ouais. On finissait à minuit, on recommençait le lendemain matin à 6h30. On travaillait un peu. Enfin, on partait travailler. On a cravaché, mais assez vite, on a eu. On a eu les chèvres assez vite, elles étaient plutôt pas mal installées, nous un peu moins, mais assez vite on a eu une pièce à vivre avec une cuisine, une petite salle de bain et puis un salon qui faisait chambre. Et puis on n'était que 2 à ce moment-là, c'était largement vivable, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour le prix? C'était 100 000 euros. 110 000 euros du coup. 110 000 euros avec les 110 000 euros pour du coup, bon, c'était tout en ruine, mais il y a des bâtiments constructibles quoi. Il y a du charme, enfin voilà, nous ça nous plaisait, ça nous convenait. Aujourd'hui avec 110 000 euros, t'as rien. C'est ça. Peut-être, ouais. Ah bah ouais. Ok, donc 2011, on se met à faire des travaux surtout, mais est-ce qu'on lance l'élevage en parallèle ou pas du tout? Oui. Ah oui. À lancer en parallèle. Voilà, on s'est vous aimez fait bien les défis. C'est ça, on Tout s'est en fait continuant à juste. travailler. Ah bien sûr. Et Donc là à l'époque on était tous les deux à temps plein du coup puisqu'on n'avait excellent. pas de revenus des chèvres. Donc on était tous les deux à temps plein. Donc on a fait une pièce et à partir du moment où nous on a eu une pièce, on a aménagé la grange pour pouvoir accueillir les chèvres qui sont arrivées au mois d'octobre. Ouais. 2011 du coup. C'est ça. On a commencé avec 4 chèvres et un bouc. Et puis par chance, la fécondité de la chèvre est pas, Angora n'est pas énorme, c'est 1,1 en moyenne, mais elles nous ont fait que des jumeaux au départ. Donc on est monté très très vite. Maintenant, il faut qu'on tourne à une cinquantaine à peu près pour que ça corresponde à notre projet, au temps qu'on a y consacré, à la clientèle qu'on a. Voilà. Et par contre, tout de suite, quand on a ouvert la boutique, on a fait une journée porte ouverte à l'ouverture pour lancer. Alors à l'ouverture en quelle année? Et du coup. Alors la boutique début 2013, tout début 2013. 2 ans Parce que après. le temps de tondre les chèvres pour avoir assez de matière à envoyer à la coopérative, le temps de transformation. Donc voilà, c'était 2 ans après l'arrivée des premières chèvres. Donc 2 ans après, c'est l'ouverture et tu allais me dire il y avait tout de suite du monde. À En l'ouverture fait, de on a notre fait- première journée porte ouverte, il pleuvait en plus, il fait un Plusieurs temps centaines de pourri. personnes. Au mois de février, on a eu 250 personnes Ah ouais. à l'ouverture. Ouais. Et la boutique a été vidée, mais vraiment vidée. Ah ouais. Ouais. Bon, en même temps avec 4 chèvres, vous avez fait 3 pulls. Non, bah, on a Bah ouais, mais on avait 2 ans de transformation, donc Ouais, il et y avait puis, un peu plus que... Et je sais, quand on a ouvert, on était à 25. Ouais. Donc quand même, ça commençait à avoir de la production. Ah, au bout de 2 ans, vous aviez déjà 25 bêtes. Ouais, ça a vite monté. Et puis après, avec le bouche à oreille, tout de suite, on a eu même un peu du mal à bien achalander notre boutique, quoi. Alors au départ, elle était dans l'actuelle chambre d'une de nos filles, là, parce que du coup, il y a 2 portes d'entrée, ça nous faisait une porte pour nous, une porte pour les clients. Et puis après, en grossissant, on a déplacé la boutique pour avoir plus grand, pour mieux présenter nos produits, et puis récupérer une chambre pour notre dernière, et puis voilà. Et au niveau des formations, qu'est-ce que vous avez? Parce que bon, toi, tu es vétérinaire, bon, évidemment, tu as bossé avec les animaux, tu es fan de ça, mais sur la partie agricole, est-ce que tu as une formation? Est-ce que toi, tu t'es formé également sur la partie élevage ou la partie commercialisation, la partie laine, je sais pas? Pas du tout. Non, moi, sur l'élevage, c'est Romain qui me forme. J'apprends, voilà, en faisant avec lui. Elle au gère produire. hyper bien. Elle fait comme ça, j'y connais rien. Elle te gère n'importe quelle mise-bas très bien. Elle tire le colostrum, elle sort tout. Elle gère tout très bien, à part la tonte Oui. et le parage. Ça, J'aime pas. non. Mais Alors, le reste. Tu as placé un petit mot technique, elle tire le colostrum. On a envie d'en Ah, savoir Je plus. pensais que non. c'était le parage que Ah ouais, tu allais moi trouver aussi. technique. Le parage, bah non, tout le monde connaît le parage. Mais bien sûr, on va C'est faire, faux. on va faire un sondage ce soir. Tiens, avant ton spectacle, tu vas faire lever la main à ceux qui savent ce que veut dire le parage. Tiens, Alors, est-ce on que va vous voir. pouvez Par contre, le vulgariser colostrum, tout le monde sait. Mais non, mais attends. Chez tous les mammifères, le premier lait s'appelle du colostrum. Il est très différent du lait, il est blindé d'anticorps, et en fonction du type de placenta, ça c'est hyper intéressant, le colostrum est plus ou moins important. C'est-à-dire que chez les primates, donc chez la femme aussi, tous les anticorps passent le placenta. Le statut sérologique d'un bébé à la naissance, il est le même que sa mère. C'est-à-dire qu'il a tous les mêmes anticorps, donc il a déjà une prédisposition à se défendre naturellement contre tous les agents pathogènes que la mère a pu rencontrer au cours de sa vie et contre lesquels elle est déjà immunisée. Chez les ruminants, à l'inverse, le placenta est beaucoup plus hermétique et du coup, il n'y a aucun anticorps qui passe. C'est-à-dire qu'un chevreau qui naît, ou un veau, ou un agneau, il a une immunité
complètement vierge, complètement. C'est que le colostrum qui va lui apporter ça. Alors que chez les primates, par exemple, ou les carnivores, le colostrum c'est important, mais beaucoup moins. Et ces anticorps-là, ils vont être capables de traverser la barrière digestive pour passer dans le sang et servir d'immunité passive, on dit, donc d'immunité de la mère, au chevreau, le temps qu'il soit capable, lui, d'en synthétiser lui-même et tout. Mais l'intestin, il est perméable à ça, aux anticorps, que pendant les 6 premières heures de sa vie, enfin, les 12 premières heures, mais en fait ça décroît très vite l'absorption. Donc c'est très perméable, surtout les 2 premières heures de sa vie. Et du coup, s'il ne boit pas ce colostrum, ce premier lait, très tôt, il va avoir une immunité toute pourrie et il n'a quasiment aucune chance de survie. Donc c'est hyper important quand un ruminant naît, qu'il ait une grande quantité de colostrum de qualité rapidement. Donc nous, ce qu'on fait, voilà, on s'enquiquine pas, est-ce qu'il t'aide pas, est-ce que machin, on prend la chèvre, on l'isole dans une case avec son petit, ou c'est petit, on tire le colostrum, on traite le premier lait, on vérifie du coup la qualité et la quantité dans un biberon et on le colle au chevreau. Comme ça on est sûr que dans ses premières heures de vie, il a une grosse quantité de colostrum et comme ça on perd aucun chevreau. Ils sont isolés dans des cases individuelles, ça c'est pour d'autres raisons, des raisons plus maternelles, mais avec une petite lampe chauffante pour qu'ils soient bien démarrés, qu'ils reconnaissent bien leur mère. Voilà. Pendant 48 heures, ils sont isolés avec leur mère pour être un peu tranquilles et après ils repartent dans le reste du troupeau. Et ça, Voilà. évidemment, Fanny, tout le doigt monde dans le le nez. savait. Je veux dire, non, mais c'était un secret pour personne. Mais Moi, je pense qu'il faut déconstruire cette phrase de mais tout le monde sait ça. Ouais. Non Je mais pense t'as Ah oui, raison. non, mais ça, je suis Ah, mais ça d'accord. dépend d'un milieu. Ah oui. Mais oui, non mais c'est évident. Il n'y a rien C'est qui est évident. évident pour personne. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le parage également? Pareil, moi, j'ai jamais entendu. Je sais pas ce que c'est. Le parage, c'est le fait de couper, de tailler les onglons des chèvres. Ah, c'est ce qu'on Les devait faire onglons. aujourd'hui. Bah ouais. Oh, j'aurais tellement aimé faire Mais je une pensais que ça French te plairait pas Ouais, du c'est tout. ça. Je pense que tu préférerais écussonner, tant qu'on est dans les termes un Ouais. peu techniques. Alors, sache Fanny que Je on me m'a tiens parlé de expliqué. l'écussonnage ce midi. Et ça t'a moins fait rêver. Si. J'aurais rêvé le faire. Ah. Eh ben on peut Et le là, faire est-ce sur que des tu peux chevrons. expliquer aux gens ce que c'est que l'écussonnage puisqu'elle s'est occupée du colostrum? Faut qu'on pense C'est à ça, prendre des... l'écussonnage, c'est le moment esthétique donc où on coupe les poils autour du sexe pour éviter qu'ils soient imbibés d'urine. Donc on prend des petits ciseaux puis on leur fait une petite coupe bien propre, un beau maillot. Et ils ont le droit, ça On le fait 2 fois entre chaque tonte en fait. Ouais, c'est ça. Oui, question Nawel? Est-ce que l'écussonnage, ça se fait dans tous les élevages de chèvres? Angora. Ah, Oui. que Angora. Ouais. Parce qu'elles sont sélectionnées pour avoir du poil. Les autres chèvres, le poil ne pousse Le poil, pas. oui. Ah. Et parce que ça peut leur causer des infections si vous Ouais. taillez pas. Et... Même des Bah, miasmes, des l'urine, mouches ça qui viennent brûle, là, pondre. ça macère. Est-ce qu'elle boit du jus de cranberry? On devrait des fois mettre dans les abreuvoirs. C'est surtout chez les mâles, là, ça leur fait une petite coque, c'est dégueulasse, ça pue. Oh, les femelles aussi, c'est dégueu. C'est vrai que c'est Alors, dégueu. quand ça a Cette coqué, petite patte c'est-à-dire- jaune, Ah Allez, on revient sur... c'est le petit moment gore de la vidéo. Quand je pense que je l'ai fait pour t'éviter ça. C'est vrai? Bah oui, je me suis dit non, il va jamais avoir envie de faire ça. Bah, moi, je suis là pour apprendre Ouais. des trucs, moi. Hmm. Donc, on s'est perdu un petit peu sur de la technique. Ah non, mais tu disais que justement, elle dit qu'elle aime pas les animaux, mais elle sait très bien tirer le colostrum. C'est ça. Non mais en fait elle sait très bien gérer l'élevage. Et elle a l'œil. C'est un truc qui est difficile à apprendre ça. Enfin souvent c'est plutôt un truc de passionné dans un troupeau, mais que ce soit même sur les poules, sur les volailles, sur les chèvres et tout. Quand elle me dit il faudra regarder celle-là si c'est elle qui est passée au troupeau, ou, enfin voilà, elle a toujours raison. Enfin, franchement, je suis fier de mon élève. Et alors, toi, du coup, t'as pas répondu, pas de formation? Pendant que ta formation de veto, tu as des cours de zootechnie, donc ça couvre déjà largement des cours d'alimentation. Tu as tous les cours pour pouvoir devenir éleveur. Oui. Avant mon bac, j'y ai passé du temps en élevage, mais vraiment D'accord. tout mon temps. Donc j'avais déjà quand même été pas mal formé à tous les petits actes techniques d'éleveur. Enfin, j'avais déjà fait plein de mises bas, plein de parages, plein de tout ça, je savais déjà faire avant même de commencer mes études. Mais oui, le côté vraiment théorie, je l'ai appris après à l'école veto. Ouais. Tu as la MSA agriculteur à Oui. titre principal? Non, à titre secondaire. C'est une parce que activité. tu continues d'être veto en ce moment? Ouais. D'accord, je pensais qu'à terme, t'avais arrêté. Non, on est tous Ah les non. deux à temps partiel à côté. D'accord. Ah non, on reste sur notre ligne de conduite. Ok, mais non, mais Ouais. c'est génial de Ouais. faire ça. T'es vétérinaire combien de temps? Et toi, t'es prof de français combien de temps, genre? Alors moi, je suis prof de français à mi-temps. C'est pas grand-chose, un prof de français à mi-temps. Ça fait 9 heures devant élèves. Et moi je suis à 3/4 temps. Ah, 3/4 temps quand même. On dit un cabinet pour un vétérinaire? Ouais, je suis dans une clinique parce que c'est un Une peu clinique. plus grand, mais je me lève tôt, le temps de faire les animaux, parce que Fanny part tôt, plus tôt que moi, elle commence à 8h. Moi je commence à 8h30. Moi je fais les animaux pendant qu'elle se prépare, ensuite elle part. On se croise pas trop le matin. Puis ensuite moi je m'occupe des enfants jusqu'à ce qu'ils prennent le bus et après je pars travailler. Et le soir je rentre, jusqu'à ce que les enfants soient couchés. J'essaie de m'en occuper mais souvent j'arrive Trop à tard. peu près à l'heure du coucher. Et puis après je m'occupe des animaux le soir une fois que les enfants sont couchés. Mais même pour la tonte? Même pour la tonte.
Ah pas fait de si, formation si, la tonte, c'est Ah. vrai. Alors, au départ, je tondais. Et puis après, on De a fait manière venir un un peu tondeur. archaïque. Ouais, c'était pas très. Et techniquement, il y avait mieux. Ensuite, on a fait appel à un tondeur. Et puis ensuite, j'ai fait une formation tonte, si. Tonte de chèvre, parce que c'est rien à voir avec le mouton. Ah. Ouais. Alors là, est-ce que tu peux nous en Bah, dire plus? Un très bon tondeur de mouton, il met 1 minute 30 sur un mouton. 1 minute 30 sur un Ouais. mouton. Vraiment, ceux qui dépotent, il y en a qui mettent 1 minute. Enfin, c'est un truc de fou. Waouh. Sur des une concepts, chèvre, j'imagine. même un Oui. très bon tondeur de chèvre, parce qu'il y en a qui sont que tondeurs de chèvre, ils mettent 10 minutes minimum par chèvre. Ah ouais, c'est si Voilà. compliqué que Donc ça. moi, je mets un quart d'heure par chèvre. En moyenne, je vais être Oui, à entre 4, 10 et 15 minutes, 5 chèvres par heure. Alors qu'en mouton, ils sont à 50 moutons par heure. Quoi. Pourquoi? Pour plein de raisons. Le mohair, c'est beaucoup plus fin. Donc déjà, c'est pas les mêmes peignes et ça a tendance à bourrer les machines. Donc il faut avoir des peignes spéciaux et une vitesse de moteur qui est plus lente parce que sinon ta machine est bourre. Ensuite, la chèvre, c'est très anguleux. Donc c'est pas tout rond comme un mouton où on fait des grandes passes. La chèvre, on passe son temps avec sa main à moduler en fonction des angulations. Ça a la peau très fine et plissée, donc tu as tendance à les blesser si tu vas trop vite. Ensuite, le taux de suin, donc le suin, définition, c'est Une le espèce gras de du graisse, poil. ouais, Ouais. ouais. C'est 50% du poids d'une toison de mouton en moyenne et c'est 20% du poids d'une toison d'une chèvre. Donc c'est beaucoup moins gras, la tondeuse glisse moins. Et puis autre chose, c'est que nous, le seul revenu de l'élevage de la chèvre angora, c'est la qualité du mohair qu'on va récupérer. Donc en mouton, vu que la laine malheureusement ne vaut pas grand chose et que souvent elle est jetée ou transformée en paillage ou en isolation, on se fiche d'avoir fait ce qu'on appelle des fausses coupes. Passer 2 fois au même endroit et d'avoir du coup des longueurs de mèche plus courtes. En chèvre angora, il faut vraiment avoir toute la longueur pour que ça soit bien transformé et que ça fasse de la qualité. Donc il ne faut pas faire de fausses coupes, donc il faut aller doucement pour bien longer la peau et avoir tout en un seul morceau. Si on passe au milieu de la toison et qu'on recoupe, en fait on perd le haut, le bas et toute cette zone-là est perdue. On est en plus plus minutieux pour des raisons de qualité de toison récupérée. Toutes ces raisons font que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus technique et que souvent les tondeurs de moutons n'aiment pas tondre les chèvres. Et alors là, une fois de plus, question bête. Je vous rappelle que vous êtes devant quelqu'un qui n'y connaît rien en élevage, ok? Encore plus sur la laine. Là, tu as dit que les moutons, on s'en foutait de la laine. Ouais. Mais c'est-à-dire que ça, là, par exemple, c'est de la laine de chèvre? Ah non. Non. C'est de la laine de mouton. Oui. Ouais. Mais il y en a quand même un petit peu qui est conservé pour faire de la laine, mais par rapport aux quantités de toisons qui sont tondues, c'est minime en fait. Ouais, puis c'est beaucoup produit à l'étranger parce que, en fait, tiens, faut qu'on aborde ce truc après. Mais la laine de mouton, déjà c'est produit en beaucoup plus grande quantité et le revenu de l'éleveur, c'est la viande. La production de laine, c'est une annexe. Et c'est quand même pas très agréable à porter. Ça a tendance à piquer, ça a tendance à feutrer, à boulocher. Ben voilà. Donc l'intérêt du mohair, voilà, c'est que c'est plus chaud que du mouton, c'est que ça feutre pas, que ça bouloche pas, enfin en tout cas beaucoup moins facilement, et c'est beaucoup plus doux. Pour la petite parenthèse historique, Oh, je vous en prie. historiquement, du coup, les chèvres angora s'appellent angora parce que du coup, elles ont été importées dans la région d'Ankara par les sultans turcs qui considéraient que c'était la laine la plus précieuse qu'il soit. Et du coup, ils en ont emmené dans la région d'Ankara, c'est ça qui leur a donné leur nom. Et cette laine était réservée aux sultans, il n'y avait qu'eux qui avaient le droit d'avoir des manteaux en mohair. Et mohair, ça signifie en perse la plus précieuse. La chèvre, quand elle a été importée une première fois en France par les croisés, c'était chèvre d'Ankara qui est devenue petit à petit chèvre angora. Le mohair, je ne sais plus comment ça se dit en turc, mais c'est quasiment pareil. Et du coup, il y avait la chèvre angora, c'est le nom de la race, et la production, c'est le mohair. Et ensuite, on a appelé en français angora tout ce qui avait du poil long comme la chèvre angora, alors que évidemment tout ce qui a du poil long ne vient pas d'Ankara. Voilà, on a appelé après le lapin angora parce qu'il avait le poil long comme la chèvre angora, qui s'appelle angora parce qu'elle vient d'Ankara. Et du coup, on a appelé la production du lapin angora angora. La laine angora, c'est de la laine de lapin. Donc attention piège, On dit laine aussi? la Ouais. laine angora ne vient pas de la chèvre angora, Ouais. mais vient du lapin angora. C'est le piège. Et le mohair vient de la chèvre angora. Mais on dit de la laine de lapin? Oui. Ok. Alors, Attention, techniquement, point technique. point technique. En fait, c'est la définition entre du poil et de la laine. On dit de la laine angora, on dit de la laine mohair, mais c'est un abus de langage. La définition de laine, c'est une fibre animale qui n'a pas de médula à l'intérieur, c'est-à-dire qui n'est pas creuse et qui ne contient pas d'air. Alors que le mohair, c'est une fibre creuse à écailles fermées, enfin voilà, qui fait que du coup elle est plus isolante, plus chaude et plus douce. Voilà. Il y a de l'air Et c'est pour dans ça, le poil dans le de poil, mohair? ouais. Et dans le poil de lapin aussi. Voilà, et ça explique en partie pourquoi la laine est si douce et si isolante plus que la laine du mouton. J'apprends plein de choses, j'adore. Et alors, est-ce que tu peux me poser une question? Ah oui? Parce que je Non. rêve directement. Non, mais Tu parce veux que- parler génétique, ça y est. Ouais, non, oui, bien sûr, parce que c'est hyper important. La filière laine, du fait de la non-douceur peut être concis. de la laine, c'est un peu cassé la binette. Je m'en mets pas. Les éleveurs français de chèvres angora se sont dit, quand ils ont lancé la filière, donc avant nous,
Tu réponds à la question avant qu'il te la pose, si je puis me Oui, non, permettre. mais c'est bon, on va le monter comme ça, c'est très drôle. Vas-y, il n'y a plus de questions, Romain. Il y a plus de questions, je te laisse couper ça la nique parole. nos têtes. Vas-y. Donc, quand ils ont créé la filière, les premiers éleveurs de chèvres angora français, ils sont retournés en chercher à l'étranger parce qu'elles avaient disparu à nouveau de France. Et ils se sont dit, le seul moyen de réussir à vivre de notre production, c'est de réussir à produire de la meilleure qualité et de le vendre au même prix que du mohair produit à l'étranger. Pour cela, deux leviers. Le levier de la vente directe et se faire la marge de la commercialisation plutôt que la marge sur la production parce que ça c'est nul. Et l'autre levier, c'est de se différencier au niveau qualité par rapport au mohair produit à l'étranger. Et ça se fait grâce à la sélection génétique. Et il y a eu un partenariat avec un organisme qui s'appelle Capgen, qui est un organisme d'État de sélection génétique et de promotion des races françaises. Et du coup, ils ont monté un programme de sélection sur le cheptel français pour améliorer la qualité du mohair français. Et ça fait une quarantaine d'années que ça existe et que ça fonctionne très bien. Et du coup, le mohair qu'on produit en France n'a plus rien à voir avec le mohair produit à l'étranger. Il est beaucoup plus doux, notamment. Le fait d'avoir moins d'intermédiaires, ça permet en fait d'avoir des prix qui sont concurrents largement, voire même plus intéressants que du mohair dans des magasins qui se fournissent à l'étranger, avec une qualité vraiment incomparable. Je pourrais te montrer tout à l'heure parce que j'ai acheté du mohair chez un concurrent étranger, je ne vais pas dire la marque quand même, et j'ai tricoté un petit carré avec notre mohair. Parce que tu tricotes également? Eh oui, je tricote Mais aussi. qu'est-ce Ouais, qu'il ne ouais, fait pas, ouais. cet homme? Tu verras, je pourrais te faire toucher les yeux fermés, c'est sûr que tu trouves lequel est le mohair français. Ce qui fait que du coup, on a une clientèle en plus hyper fidèle. Parce que souvent, les gens nous achètent une paire de chaussettes. Tu vois, par exemple, ça c'est l'exemple type. Puis en fait, on sait quand on vend une paire de chaussettes qu'on en revendra d'autres derrière. Là, l'argument Elles sont trop commercial, il est bon. bien. Là, tu Ouais. vois, Ouais, finalement, t'as il est vu bon. ça Finalement, Eh, il est tu me dis que je suis toujours un mauvais commercial, t'as vu ça? bon. Là. En fait, c'est une filière hyper intelligente. Alors déjà, qui est hyper intéressante. Pourquoi on s'est aussi lancé là-dedans? C'est qu'il y a le côté élevage, il y a le côté sélection génétique qui est hyper intéressant. Il y a le côté vente directe où on a beaucoup de contacts avec les clients et c'est hyper sympa. C'est très agréable d'avoir des retours positifs en plus. Et voilà, le côté créativité, le côté événementiel à la ferme. Voilà. Et la filière est super sympa parce que c'est une petite filière vachement dynamique où on connaît tout le monde et je pense qu'on en parlera plus tard. Il y a un super truc que tu vas kiffer, c'est le catalogue de book. Hein? Avec un titre comme ça. Ah oui, c'est vrai que c'est trop bien ça. Je vous montre notre catalogue de books. C'est ça. Au mois d'août, nous n'attendons pas cette année parce que nous n'en avons pas besoin cette année. Mais au mois d'août sort le catalogue de book pour pouvoir choisir son nouveau book qui est reproducteur dans le troupeau. Au mois de juin déjà, Capgen nous demande Des fois, on sait un peu en avance. et évidemment, en fait, nous, les chèvres qui naissent ici, alors les femelles, on va les garder. Les mâles, on ne peut pas avoir 15 000 mâles entiers. Mâles entiers, c'est non castré. Parce que sinon, ce serait la guerre, parce que la testostérone rendant débile. Et puis, voilà. Quelle que soit l'espèce. Donc, Rappelons-le, merci. nos meilleures chèvres, qui, chaque année, on va se dire, bon, ces deux-là, par exemple, nos deux meilleures, si elles font un mâle, on va le garder entier. Parce qu'il a du potentiel. Auquel cas, il va être pointé par Capgen. Et Ça tous veut les dire autres, que on va les Capgen va castrer. lui donner des notes. En fait, ils vont venir prélever du mohair sur lui, ils vont faire les analyses de son Sur plein le de bouc critères de qualité. Sur le poil, ouais. Ah, ils analysent le poil du bouc. Oui. Ouais. D'accord. Bah oui, Parce c'est comme qu'on ça tond qu'ils les savent boucs la aussi. qualité. Oui, tout le monde est tondu. S'il est bon, il va pouvoir passer au catalogue, s'il a des bons index génétiques, c'est-à-dire une bonne qualité de mohair qu'il produit. Parce que nous, des boucs qui naissent ici et qu'on garde entiers, ils sont voués forcément à la vente parce qu'ils sont trop consanguins avec notre troupeau à nous. Voilà, si on garde un entier, on est obligé de le vendre. Donc dans ce cas-là, en juin, ils nous disaient, est-ce que vous avez des boucs à passer au catalogue? On leur dit oui, celui-là par exemple, celui-là ou ces deux-là. Et va être édité début août, le catalogue de boucs, donc avec tous les boucs en vente qui sont indexés chez Capgen en France, avec tous leurs index, tous les index de leurs parents, donc ça fait des grands tableaux avec toute la qualité de leur production. Et nous, on va choisir dans ce catalogue-là le bouc qui nous plaît le plus. Auquel cas, on va téléphoner à l'éleveur, lui dire est-ce qu'il est encore dispo, parce Parce qu'il faut être en très juillet, réactif. Quand il sort, Si on a un jour de retard, c'est ouais. raté, c'est comme les soldes. C'est que la bourse, votre truc. Ouais. Donc, imaginons qu'on soit le premier, on dit bah tu me le gardes. Dans ce cas-là, après on appelle Capgen pour nous dire est-ce que tu peux me sortir la consanguinité parce qu'il y a un studbook, tout en France est enregistré, de ce book-là avec nos chèvres. Donc là, ils nous sortent un tableau avec la consanguinité de ce book-là avec chacune de nos chèvres. Alors, si la consanguinité est trop importante, on rappelle l'éleveur en disant laisse tomber, je le libère et tu le vends à quelqu'un d'autre. Et si la consanguinité est intéressante, enfin est faible, eh ben on va le prendre. Voilà. Parce qu'il y a forcément un petit peu de consanguinité. Bah, vu qu'il y a un Oui, petit élevage. déjà, le cheptel français tourne sur un petit nombre, donc il faut faire hyper C'est-à-dire attention. Je dirais dans les 3000 animaux indexés, et après, il y en a au moins autant qui ne sont pas indexés.
à vérifier quand même. Et du coup, évidemment, plus on va faire de la sélection, plus on va augmenter la consanguinité parce qu'on va avoir un plus petit cheptel de base. Donc il faut faire hyper gaffe quand on fait de la sélection de ne pas dégrader la consanguinité. Il faut améliorer la qualité tout en gardant une variabilité génétique de la population pour que ça reste viable. Et si on se dit on veut améliorer la consanguinité, on va aller prendre des animaux à l'étranger, mais dans ce cas-là, déjà sanitairement parlant, on prend des risques et en plus, on va reperdre en qualité. Donc autant bien travailler avec nos animaux qu'on a et en gérant bien la consanguinité et en faisant bien attention à ça pour s'éviter ce problème-là. Effectivement, s'il y a plusieurs mâles à cause de leur testostérone, nul testostérone, eh bien, ils se tuent. Ils se tuent quand même pas. Hein. Non, Non, parce que mais nous, ils on vont en se a bastonner, plusieurs ça entiers, fait- ils s'entendent très bien, mais disons qu'en saison de rut, à Puis gérer. nous, C'est viril. Puis c'est aussi, même s'ils se battent pas, c'est de la gestion de l'eau. Il faut avoir assez de terrain pour séparer tout le monde, en fait, Voilà. pour Être pas sûr qu'il y ait qu'ils aillent pas des saillir, celles qu'on saillies veut pas. D'accord. inopportunes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de tous ces boucs? Et bien, tous les autres, ceux qui ne sont pas pressentis pour être des futurs boucs reproducteurs, ils sont castrés à la naissance. Et en fait, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ouais. Quand Alors c'est légalement, il fait, faut le faire avant 7 jours parce que a priori les terminaisons nerveuses ne sont pas développées jusqu'à 7 jours. Dans la réalité, il faut le faire avant 3 jours. Nous, on le fait à 2 jours. On leur laisse un jour avec leur mère tranquille et puis on fait le deuxième jour de vie. Franchement, moi je le fais devant du public à chaque fois pour montrer que ça fait rien. On pose l'élastique, le petit va téter. C'est comme si cette année, je l'ai fait avec un groupe de visiteurs qui étaient là. Ah, mais on va pas voir ça. Je dis, bah si, vous allez voir ça parce qu'il faut le montrer. Parce qu'après, les gens en font tout un pataquès, alors que si on le fait devant les gens, ils se rendent compte et ils sont là. Ah, mais c'est fou. Et effectivement, du coup, c'est plus vascularisé, ça tombe très vite. Et puis, ça fait des animaux qui produisent du mohair et qui restent dans le troupeau en étant serein, calme, sans avoir de risque de saillie non voulue. Voilà. Et puis, il y a un autre truc qui est aussi une raison économique, c'est que les femelles et les mâles castrés produisent du mohair plus fin que les mâles entiers. Plus on a de mâles entiers, plus on a une grande quantité de mohair qui est un peu moins fin. Alors ça a de l'intérêt, hein, tu verras en boutique tout à l'heure. Tout l'intérêt quand même du mohair réside dans sa finesse et du coup on essaie quand même d'avoir un maximum de mohair doux et fin, quoi. Ouais. Est-ce que dans le troupeau qu'on va aller voir tout à l'heure, il y a des mâles dedans? Ouais. Quelle est la proportion? Et est-ce que du coup, il n'y a qu'un seul troupeau ou est-ce que vous le divisez? Comment vous faites? Ça dépend des saisons. Ouais. La chèvre, en fait, c'est un animal qui est saisonné. C'est-à-dire que elle va avoir des cycles sexuels, donc de 21 jours, qu'en jours descendants. C'est la mélatonine qui va déclencher ça. Donc quand les jours diminuent, les nuits augmentent, donc elle sécrète plus de mélatonine et c'est là qu'elle va commencer, pour les mâles, être blindée de testostérone, commencer à s'uriner sur la face pour plaire aux femelles, sentir très bon. Voilà. Tu as bien entendu. Ouais. C'est pas encore le très cas, chic. mais tu verras dans Mais un qui mois. urine sur la face de qui? Il surine Eux-mêmes. lui-même sur sa propre face. En fonction de la souplesse, il fait souvent qu'un côté. Ouais, Parce qu'ils c'est ils vrai. sont plus souples d'un côté, donc souvent ils sont bigous. Puis vu qu'ils sont blancs, on voit quel côté ils arrivent à Ouais. faire. Il y en a qui Mais aiment les la fin, femelles adorent. Mais les femelles adorent. Ça les rend folles. Chacun son truc. Et donc, ça c'est quand même assez pratique chez la chèvre, c'est que quand les jours vont diminuer, donc il faut quand même que l'organisme s'en rende compte, donc souvent c'est début août, elle commence à être en chaleur toutes les 3 semaines. À partir de ce moment-là, nous on veut pouvoir gérer les saillies, donc on sépare les mâles fin juillet des femelles. Elles vont commencer à être cyclées tous les 21 jours, évidemment un peu chacune dans son cycle, chacune dans son trip. La gestation c'est 5 mois. On veut pas de naissance en janvier, donc on met pas les boucs en août, on veut des naissances en mars, pour plein de raisons. Il fait moins froid, on a tondu les animaux en février, ce qui permet que les femelles aient les fesses propres quand elles mettent bas, qu'elles aient la mamelle accessible, enfin tout un tas de raisons. Donc on va remettre les boucs qu'au 15 octobre pour avoir des naissances à partir du 15 mars. Donc ça nous permet d'avoir un seul troupeau le reste de l'année, parce qu'en jour montant, sauf exception, hein, évidemment ça reste de la biologie, c'est pas une science pure, mais grosso modo, tout le reste de l'année, tout le monde est ensemble et du coup tout le monde s'entend bien, il n'y a pas trop d'hormones, ça se passe bien. Voilà. Quand on aura séparé les boucs donc, depuis le mois d'août jusqu'au mois d'octobre, on les met très très loin dans des pâtures assez espacées pour que les femelles ne sentent pas du tout la présence des mâles. Et il y a ce qu'on appelle l'effet bouc, c'est le vrai terme. Quand on va introduire le bouc avec un groupe de femelles qui n'a pas vu le mâle depuis longtemps, quel que soit le stade du cycle où elles sont, elles rompent leur cycle et elles en recommencent tout de suite un nouveau. Ce qui permet de synchroniser tout le monde. Il va saillir tout le monde en 2 jours et on va avoir toutes les mises bas en 5-6 jours. Donc là, on a eu cette année 22 petits en 6 jours. Ça permet d'avoir après une grosse période de mise bas assez intense, mais d'avoir une surveillance bien meilleure parce qu'on sait que c'est dans cette courte période et d'avoir des lots bien plus homogènes. Et après, du coup, de ne pas avoir un petit rejeton qui se fait pousser par les autres quand c'est le moment de manger, même si on a des stratégies pour éviter ça. Mais voilà, c'est très pratique d'avoir après des cohortes
d'animaux qui ont tous le même âge, tous le même gabarit, tous la même alimentation. C'est quelque chose qui est très arrangeant pour un éleveur. La biologie faisant que... Il y a eu un raté. Il y a eu un raté, il y en a un qui est né 1 mois et demi après. Bon. Il y a une petite chevrette qui n'était pas vraiment voulue. Parce qu'il faut aussi gérer les sauts de clôture, les rencontres inopportunes, mais parce que les chèvres, comme les boucs, au moment où il y en a une en chaleur, ils sont très motivés pour quand même essayer de rejoindre les autres. Mais voilà. Grosso modo, ça nous permet d'avoir une période de mise bas très très courte. Je sais pas si on a répondu à toutes les questions que j'avais posées tout à l'heure, mais du coup, il m'en revient plein d'autres. Ah oui, bah si, après l'autre question c'était est-ce que tout le monde est ensemble? Donc tout le monde est ensemble, grosso modo, de février, quand les jours remontent, de février à juillet. Combien de mâles? Ça dépend si on parle de mâles castrés ou pas Non castrés. castré. Castrés, bah, statistiquement, moitié-moitié. Enfin, évidemment, ça dépend des années, mais sur les années, ça se lisse. Donc, on a moitié de castrés, moitié de femelles. On travaille après avec 1 ou 2 entiers, quoi. Et on a 1 ou 2 1 entiers ou qui 2 sont prêts à entiers qui partir. sont prêts à être mis en vente. Voilà, il y en a 2, on en avait gardé 2. Les 2 sont partis il n'y a pas longtemps parce qu'ils étaient... Ouais, il se trouve qu'ils étaient beaux et puis qu'on nous les a réservés avant qu'ils passent au catalogue. Mais voilà. Et alors, au niveau de la longévité du troupeau, en tout cas d'une bête au sein du troupeau, on sait qu'en fonction de l'élevage laitier, l'élevage à viande, tout est différent. Moi, je n'y connais rien une fois de plus, donc j'imagine que vous, vos bêtes, elles vivent plus longtemps ou même pas forcément parce que la production diminue également. Mais si, c'est le gros avantage de la chèvre angora, c'est qu'elle va produire de la laine jusqu'au bout de sa vie. On peut ne pas les réformer, juste la laine, il y aura moins de poids, effectivement. On va avoir moins de quantité, elle sera de moins belle qualité, donc on va avoir un poil un peu plus épais. Mais on va faire des produits différents avec. Donc nous, on garde nos chèvres jusqu'au bout. Ça a une espérance de vie d'une dizaine d'années. Oui, alors il y a quand même un intérêt à avoir un troupeau jeune pour avoir de la finesse, même si en sélectionnant génétiquement, on arrive à compenser ça, mais pas complètement non plus. Donc nous, on essaie quand même d'avoir un troupeau jeune et face à ça, il y a plusieurs possibilités. Il faut quand même qu'on garde toujours un peu de vieux pour avoir des plaids ou des choses qui touchent pas la peau, mais qui ont... Il faut avoir des vieux pour avoir des plaids. On a besoin, voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir des vieux pour avoir des plaids. Ouais, c'est ça aussi. Ah non, parce que tu vas voir quand tu vas voir essayé notre que plaid, en fait, majoritairement, c'est jeune. plutôt des jeunes qui nous achètent des plaids, tu vois. C'est vrai? Quand tu as testé le plaid en mohair, je sens que je vais repartir avec de la laine mohair plein le fourgon. On en a plus en vente. Donc, non donc, ça se trouve, il y en a... peut-être dans le carton. Ah oui, ça serait les nouveaux tissages. Ça serait trop bien. Ça se trouve, on a notre couverture. Donc quand même, plus on a des jeunes, plus c'est intéressant économiquement parlant. Donc nous, les vieux, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est des vieux qui continuent à produire très fin, comme Iberia. Bon bah ils restent là et on se pose pas la question. Ou c'est des vieux hyper sympas, donc ils restent là, on se pose pas la question. Voilà. Ou alors ils sont très sympas, ils produisent pas un truc de fou. Mais ils sont sympas, ils ont ça pour eux, on s'y est donc trop on les garde. attaché, donc on les garde. Ça c'est le cas d'Ismar, Optimiste, voilà. Des animaux qui prennent de l'âge et qui perdent en qualité. Bon bah il nous faut bien des plaids. Ils compensent en sympathie. Et puis en plus ils sont trop sympas, on ne pourra jamais les vendre, ça c'est sûr. Tu vois des animaux avec qui tu allais plusieurs fois au sein de l'agriculture qui sont trop sympas. Enfin il y a des animaux où tu t'attaches trop pour pouvoir les vendre et tu les gardes, quitte à ce que ce soit pas rentable économiquement. Et après les autres, soit ils sont pas bons en production, ou ils sont pas très bons génétiquement. Et dans ce cas-là, souvent, on les vend en ferme pédagogique parce qu'ils sont demandeurs de race originale. Soit ils sont bons génétiquement. Et dans ce cas-là, pour des jeunes éleveurs qui s'installent, c'est intéressant d'acheter des animaux vieux parce qu'ils sont moins chers, à qui ils vont faire des petits. Et du coup, ils vont récupérer cette génétique-là. Nous, c'est ce qu'on a fait au début. Et nous, on place nos animaux âgés comme ça. Vu que généralement, on a un troupeau génétiquement qui tient la route, on va vendre nos plus âgés comme reproducteurs à des jeunes qui s'installent. Et puis nous, ça nous permet de rajeunir notre troupeau tout en gardant ceux qu'on adore. Et puis voilà, ça fonctionne comme ça. Pour l'instant, on n'a jamais eu à réformer d'animaux. Quand tu dis réformer, qu'est-ce qu'on en fait d'une chèvre angora de réforme? Alors ceux qui réforment, ils en font de la saucisse souvent. La saucisse? Ouais, il paraît que c'est La très bon saucisse parce de que... chèvre Ou angora? du saucisson. Ou du saucisson. Et elle est plus douce que les autres? Alors, En bouche. j'ai jamais goûté. très J'ai chatte. jamais goûté. J'aimerais bien goûter quand même pour savoir ce que ça donne. Il paraît que ça fait des carcasses assez grasses, donc ils n'ont pas rajouté en plus de gras de porc, donc ça fait vraiment un truc 100% chèvre. Nous, on n'a jamais eu à réformer, ce qui m'arrange parce que j'aime autant éviter. Après, je veux pas jeter la pierre à ceux qui le font parce que je suis pas du tout anti-réforme. C'est-à-dire que on pourrait parler de Tu as l'élevage toi-même des longtemps. dindonneaux que tu réformes assez régulièrement. C'est ça. Non, Ouais. mais je veux dire, j'ai aucun problème avec le fait de manger des animaux qu'on élève. Pour moi, l'animal domestique a cette contrainte d'être limité dans son déplacement, mais si on lui donne des bonnes conditions, c'est des bonnes conditions de vie parce qu'il a à manger, il est logé, il est protégé de tout prédateur. Quand il naît, il est à peu près sûr de vivre. Voilà. Alors que si on compare à la nature où la population est stable, quand on regarde le nombre de portées qu'il faut et de couvées pour remplacer les parents, enfin, je n'importe quoi, mais une mésange, elle va faire 3 couvées par an d'une dizaine de petits pour que l'année d'après, il n'en reste plus que 2.
ils meurent tous de faim dans leurs premiers mois. Quand ils sortent, ils meurent tous mangés. S'ils sont malades, ils meurent dans un coin. Évidemment, personne ne va décider d'abréger leur souffrance et de les euthanasier. Ben voilà, tout le monde dit, ah, les poules de ponte, je suis pas pour les vaches de ponte en batterie et tout, mais elles sont réformées au bout d'1 an de ponte. En soi, ça me pose pas de problème si elles ont eu accès dehors et que pendant qu'elles étaient vivantes, elles ont eu une belle vie. Elles n'ont pas cette conscience de la faim, ça j'en suis persuadé. Si elles étaient nées naturellement, une poule, la Gallus gallus sauvage, elle couve 12 œufs, elle a 11 œufs qui vont éclore, il y en a 2 qui vont arriver à l'âge d'1 an, même pas. Et les autres, ils seront morts dans des conditions horribles. Dans un couvoir, vous mettez 12 œufs, il y en a 12 qui naissent quasiment, et bien ces 12-là, ils arriveront à l'âge adulte et ils auront vécu 2 ans, le temps d'élever les poulettes, puis après 1 an de ponte, un peu plus, quoi, en ayant accès dehors, en ayant une vie sociale avec d'autres animaux, en ayant à manger, enfin voilà, dans des conditions qui sont correctes. J'ai pas de problème avec ça. Et je me dis qu'une chèvre, si on l'a réformée à 6 ans, 7 ans, comme on devrait le faire, parce que c'est vrai que c'est souvent autour de ces âges-là qu'on a du mohair moins joli, en fait, si elle a passé 6-7 ans dans une bonne condition de vie, dans la nature, elle n'a quasiment aucune chance d'atteindre cet âge-là, quoi. Voilà. Alors après, effectivement, il y en a auxquels on s'attache, il faut réussir à les voir partir, machin, c'est un autre problème. Mais je veux pas dire, ouais, nous, on fait pas de réforme, on est trop fort. Je veux pas du tout de ce discours-là, parce que je suis pas anti-réforme. Garder du ruminant qui ne produit rien pour l'homme, écologiquement, ça reste une aberration. Enfin voilà, donc il faut ajuster son troupeau à la nécessité qu'on a là, dans la mesure où on conserve un bien-être animal bien, quoi. C'est marrant parce qu'on avait beaucoup discuté, parce que moi-même ayant été végétarien pendant 10 ans et vegan pendant quelques années, c'est des discussions que j'ai très souvent avec les éleveurs et les éleveuses. Et on n'a jamais eu cet argument. On n'a jamais eu ce point de vue. On n'a jamais eu. Tu vois, il y a plein de volailles. Ces volailles-là, c'est pour qu'on les mange. Je veux que quand je mange de la viande ou quand mes enfants mangent de la viande, quand je leur sers de la viande, je leur dis, c'est un animal. On l'a tué pour ça. Autant dire que je ne veux pas 1 gramme de gâchis. Il faut se rendre compte et qu'on a tué un animal pour le manger, et que du coup il a fallu qu'il ait une belle vie avant, et que ça a été du travail. C'est-à-dire que moi, mes poulets, je les tue à 6 mois. Bon, en élevage indus, c'est 28 jours, hein. Mais je veux dire, ils ont eu 6 mois de vie en liberté dans la cour. Voilà, je veux qu'on en ait conscience. Et pour moi, on est des omnivores. Alors, il y a plein de gens qui me disent « mais t'es un salaud, tu manges tes poules ». Dans ce cas-là, je réponds aux gens « est-ce que vous êtes végétarien ?» S'ils sont végétariens, qui me crachent dessus, ça me pose aucun problème. Je comprends, c'est dans leur idéologie, c'est normal. S'ils sont pas végétariens, je leur dis « mais le salaud, c'est moi le salaud qui me fait suer à élever du poulet ». Franchement, c'est du boulot de malade, hein. Genre, ça me prend un temps fou, hein, de faire des lots de 25 poulets, c'est très très chiant. Qui me fait suer à faire ça pour manger de la viande, pour ne pas avoir à manger de la viande toute pourrie, eh ben, c'est pas moi le salaud, c'est celui qui va manger du fast-food dont je tairai le nom avec des élevages qui ne correspondent pas. KFC. Mais c'est de la merde! Tout ça pour dire que je n'ai aucun souci avec le principe de la réforme en soi et que je ne veux pas surfer sur cette vague pour passer pour des sympas. Voilà. Ce que l'homme a créé quand même avec des races domestiques qui permet de ne pas avoir à toucher à la faune sauvage et d'avoir sélectionné des animaux qui supportent finalement mieux la domestication que des animaux sauvages. Et puis il y a eu un travail de sélection là-bas, c'est un travail humain monstrueux, tout ça. Il faut y arriver. Vous imaginez les premiers mecs qui ont chopé des poules sauvages, qui les ont élevées, qui se sont dit on va prendre les plus dociles et puis celles qui pondent le plus. Vraiment, c'est du travail que je ne décide pas à voir disparaître, quoi. Voilà. Pour en revenir à nos chèvres mohair, parce qu'à la base, c'est quand même ça que vous faites. On fait de la chèvre angora et on produit du mohair. On dit pas chèvre mohair normalement, mais bon, il y a plein de gens qui disent. Tu vois que les élèves n'écoutent pas. Mais donc, tout ça pour dire qu'on fait cet élevage de chèvres à laine, et cette laine, on en fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en fait? Et bien, une fois que Romain a tondu, du coup, c'est lui qui tond. Là commence le travail fastidieux du tri. En fait, on a des grandes tables grillagées sur lesquelles on met les toisons complètes et on va enlever à la main tout ce qui est sale, tous les éléments végétaux qui font plus d'1 centimètre, le pisseux, le crotteux, les fausses coupes dont il parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en gros le tri en propreté. Le jar, c'est les poils qui arrivent à l'épaisseur d'un poil de mouton qui fait que la laine va piquer. Ça, faut bien l'enlever. Ça, faut bien l'enlever. Là, on invite plein de copains pour faire le tri parce que c'est très très long. Et après, on fait un deuxième tri en finesse qu'on fait que tous les deux parce que c'est plus technique. On va classer les toisons. Il y a 5 catégories, de 1 à 5. Le 1, c'est l'extra fin, l'extra doux. Et donc le 5, c'est nos vieilles chèvres. Donc il faut réussir à classer en 5 catégories les choses. Avec 2 ou 3 sous-catégories par catégorie. Et une fois qu'on a fini le tri, là, ce n'est plus nous qui travaillons. C'est la coopérative, la SICA Mohair. On envoie nos toisons à la SICA Mohair où on les apporte.
puisqu'il y a 2 tontes par an. Il y en a une en février, une en août. Et après ces 2 tontes, c'est l'occasion des réunions d'éleveurs. On se réunit 2 fois par an pendant 2 jours pour décider la filière, les nouveaux produits, les nouvelles couleurs. Et c'est l'occasion d'amener nos toisons à la coopérative pour qu'elles soient transformées. Et là, après, c'est la coopérative qui gère tout ça, qui fait toute la transformation. Donc qui lave, qui carde, qui file, qui fait la teinture, qui sous-traite, oui. Et nous, on récupère notre laine transformée 4 à 6 mois après. Mais du coup, ça veut dire que le carton, c'est-à-dire que la cica, il arrive, tout est déjà tricoté? Ou qu'est-ce qui arrive dans le carton? Oui, il y a 2 choses qui arrivent dans le carton. Soit des pelotes de laine, qui ne sont pas tricotées du coup à destination des tricoteuses, soit des produits déjà tricotés. Et des tricoteurs, c'est vrai. À part Romain, nous n'en avons quand même pas beaucoup. On en a quelques-uns, mais très peu. On a quelques tricoteurs, mais quand même très peu. Quand même pas beaucoup. Non. Du coup, on a des produits finis qui sont faits par les façonniers, comme les chaussettes, les gants, les plaids, qui arrivent tout près. Et après, nous, on travaille aussi avec des tricoteuses main du coin qui, avec nos pelotes, font des tricots main. Donc comme ça, on propose des pelotes, des produits tricotés main, des produits tricotés machine et du tissage. J'ose pas encore demander les ordres de prix. J'imagine que ça doit coûter bonbon, un truc tricoté main avec tout le travail qu'il y a derrière. Mais ça m'intéresse ça. Un snood, c'est une trentaine d'euros. Snood, c'est quoi? Attends, c'est quoi? Un tour de col, cou. là. Un tour de cou en laine mohair, c'est que 30 euros? Alors il y en a 30, il y en a 35. Non, 30. Ah oui, non, ça reste Ah, encore ça très raisonnable en fait. Je m'attendais à des chiffres mirobolants. Non, les ponchos ils sont à 119, les pulls ils sont à 150 grosso modo. Ok. Ça dépend de la Le quantité plus de mohair, cher, en fait. c'est les vestes et elles sont à 250. Mais ça va en fait. Enfin, ça va. Ouais. Il y a des Vu gens qui le vont dire, travail qu'il y a pour tout le élever monde- les voilà, c'est chèvres ça, en et fait. le nombre de Il y a des gens qui vont façonniers, dire 250 balles pour une veste, c'est énorme. Moi, je trouve que pour tout Oui. ce qu'on vient d'apprendre et En tout fait, le travail qu'il y a, C'est moins cher que tous les trucs de luxe et puis les cachemires qu'on voit ou des trucs comme ça, transformés et produits à l'étranger, quoi. et donc tout ça finit dans la boutique juste ici, parce que dès le début du projet, vous aviez déjà cette idée d'avoir la boutique et d'avoir toute la chaîne. Ah oui. oui, Ah ouais. l'idée du circuit court était à l'origine. Et Et donc- pour avoir le contact aussi avec les gens. Et du coup, comment elle s'appelle la marque? Notre ferme, c'est la Bouquetière. Ah, il n'y a pas de marque sur les... Alors, Alors si, il y a les une produits- marque commune qui correspond à un cahier des charges un peu exigeant, qui s'appelle le Mohair des fermes de France. Tout ce qui est tricoté, tissé en machine est étiqueté le Mohair des fermes de France et nos pelotes aussi. Après, quand on fait du produit tricoté à la main, nous, on ne met pas d'étiquette. Trop bien. Ça serait Non, mais mieux. c'est classe. Moi, je préfère les trucs sans logo, sans étiquette. C'est Bon, plus ça, élégant. c'est comme plus ça. élégant, Ouais, plus c'est ça. élégant, c'est plus élégant. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur toute la filière là? C'est On pas n'a mal. pas expliqué le principe de la SICA, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Sur le, Ah, C'est- si tu le peux, fait parce que c'est vrai qu'on fait souvent des petits points entreprises. Expliquons. SICA, c'est SICA, les initiales de quoi? C'est Société d'intérêt commun agricole, je crois. Et en fait, c'est comme une coopérative agricole. Donc, c'est-à-dire que la société appartient aux éleveurs. Donc, on a tous des parts là-dedans. La seule différence, c'est qu'une SICA par rapport à une coopérative pure, il y a certaines parts, qu'on appelle les parts B, qui sont détenues par les façonniers. Donc, c'est un truc agricole commun qui appartient aux éleveurs et aux façonniers. Mais grosso modo, c'est tous les parts A, enfin les parts éleveurs qui votent, qui prennent des décisions et tout. Les parts B, c'est plutôt statutaire et ça, voilà, c'est tout. Et donc, juste pour ne pas leurrer les consommateurs, on va récupérer la quantité et la qualité qu'on a produit, mais c'est une transformation commune entre nos collègues éleveurs français. Les gens qui viennent à la boutique achètent le mohair de la même qualité que ce qu'on a produit. Alors il y a un peu du nôtre dans le lot, mais on fait la transformation tous ensemble. Voilà, juste pour que ce soit clair. Du coup, tu me lances sur une question que j'avais dans ma tête au tout début de cet entretien, et grâce à toi, elle m'est remontée. Sur une chèvre, eh ben, on Mais- fait quoi en fait en quantité de vêtements? Oui. Une chèvre, On elle fait va quoi produire. Alors attends, je vais essayer de faire les calculs de tête comme ça. Mais une chèvre, elle va produire 2 fois 2 kg en moyenne par an. On va avoir un rendement parce qu'évidemment là-dedans il y a du poids de soin, il y a du poids de fausse coupe, il y a des pertes à la transformation, il y a les essais qu'on va faire à la coopérative qui vont un peu rogner là-dessus. Pour 2 kg, on va récupérer 1,3 kg. 1,2 kg de mohair. Donc disons 2,4 kg par an pour une chèvre. Et par exemple une pelote, alors on a des pelotes de 50 et de 25 grammes parce qu'on n'a pas le même titrage, mais bon, on va faire une moyenne, on va dire qu'on a 30 pelotes au kilo, 75 15 pelotes quoi. Pour une chèvre par an. 75 pelotes, donc 4 kg de laine brute. Fait 75 pelotes parce que 75 pelotes. disons Et en- du oui. coup, Ah, un et en pull, ça termes fait de combien de pull, pelotes Un pull, en fonction du point, il faut entre 5 à 10 plots. Quoi. Point de 5 la à 10 taille. pelotes, donc tu fais quand même, on peut dire, allez, 6 à 8 pulls par an. C'est sur, ça, par chèvre. Une chèvre. Ouais, Ouais. c'est ça. Je pense qu'on a fait un assez joli tour là, non? Ouais. Oui. Du coup, merci pour cet entretien. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir sur site et qu'on fasse toute la chaîne de production de la naissance de la chèvre mohair au En gras. pull Encore. que je vais t'acheter. Ah, ça c'est formidable. Ok, Ok, allons-y. trop bien.
Les amis, nous sommes toujours à la ferme La Bouquetière. On va voir aujourd'hui un petit peu le chemin, le parcours d'une chèvre. Alors je sais plus si je dis Angora ou Mohair. Angora, jusqu'à ce qu'on fasse un petit pull sympa qui me scie à ravir. Donc la grange où je jouerai ce soir, juste ici, c'est magnifique, c'est beau tout plein. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors normalement, quand il n'y a pas de spectacle de prévu, il y a des barrières ici télescopiques qui servent à enfermer les animaux dans cette partie-là. Elles rentrent début novembre, elles passent l'hiver là, elles mangent au cornadi. Cornadi, définition. Système d'alimentation qui permet aux animaux de passer leur tête, d'avoir la tête bloquée pendant qu'elles mangent le concentré. Donc le concentré, c'est les granulés, le repas dure à peu près 1 minute. Pendant ce temps-là, on peut tourner une manivelle là, ce qui fait que quand les animaux passent la tête pour manger, ils ne peuvent pas ressortir. Ils sont bloqués. Comme ça, chacun va manger sa ration, ce qui permet d'adapter l'alimentation à chaque âge, chaque stade physiologique de l'animal et de sa production. Et surtout, permet aux dominés de manger sa ration et de ne pas se faire virer par les dominants. Et comme ça, chacun a sa ration. Et puis après, au milieu du couloir central, il y a du foin à volonté et ils en mangent toute la journée. Voilà, donc elles vont passer l'hiver là. Elles vont être tondues en février. On met des racks de lampes chauffantes juste après la tonte s'il fait froid. Vu que ça pousse d'1 millimètre par jour, en fait, en 2-3 jours, elles y vont plus. Bref, dès qu'on voit qu'elles vont plus sous les lampes, on les éteint. Elles vont mettre bas ici, au milieu du troupeau, mi-mars. Ensuite, elles vont partir pendant 2 jours avec leurs petits en case individuelle de ce côté-là, ce qui permet de démarrer bien, comme on expliquait les chevreaux tout à l'heure, vérifier la prise colostrale, faciliter la création du lien mère-chevreau, vérifier que les petits ensuite têtent bien, démarrent bien, ils ont chacun une lampe chauffante individuelle et compagnie. Ça permet de les castrer à la naissance, comme j'expliquais tout à l'heure, enfin à la naissance, à 24 heures à l'élastique, et ensuite à 2 jours, quand ils sont bien démarrés et qu'ils connaissent bien leur mère, ils repartent dans le troupeau. Fin mars, ils vont commencer à sortir, donc là avec une transition alimentaire, au départ ils vont sortir très peu parce que les ruminants ont une flore digestive très sensible pour pouvoir digérer la cellulose, mais du coup au niveau de transition alimentaire il faut être très réglo, donc au départ elles sortent 5 minutes le premier jour, 10 minutes le deuxième, petit à petit jusqu'à avoir accès en permanence au pâturage. Donc au début du printemps, les barrières télescopiques vont se ficher dans les piliers à l'opposé, comme ça eux elles peuvent rentrer, sortir, elles peuvent oui, encore... parce que juste derrière il y a le pré là. Voilà, et puis il y a une pâture devant aussi. Comme ça nous permet d'avoir des animaux qui commencent à sortir mais qui peuvent rentrer encore la nuit quand il fait froid. Bon, quand la météo le veut bien, elles commencent à partir dans des pâtures où il y a des petits abris mais qui sont moins isolés. Et elles vont pâturer comme ça en extérieur tout l'été. Les tontes, c'est février et août. Entre chaque tonte, elles vont être parées et cuissonnées 2 fois. On arrive à début juillet. Là, ça va être le moment où il ne va pas falloir tarder à séparer les mâles entiers du troupeau pour ne pas avoir de saillies et de naissance trop tôt dans l'hiver. Il va falloir sevrer les chevreaux. C'est un âge où ils commencent à plus trop téter, comme ça on laisse les mères tranquilles quelques mois avant de recommencer une nouvelle gestation. Et puis ça nous permet nous de récupérer les chevreaux à la ferme à ce moment-là pour leur apprendre le système du cornadi parce que c'est quand même un apprentissage. Voilà, pour les surveiller bien pendant cette période un peu difficile que peut être le sevrage. Et puis ensuite elles vont être donc tondues en août à nouveau. Une fois que les mères sont taries, on peut les remettre avec leur mère, et généralement elles s'en réoccupent mais sans les allaiter. En octobre, on va introduire les mâles avec les femelles qu'on veut mettre à la saillie, chaque groupe de femelles qu'on veut mettre à chaque mâle. Et puis en novembre, elles vont revenir là et voilà, elles vont repasser l'hiver là. C'est à peu près le cycle de vie d'une chèvre. Tu nous parlais des pâtures, donc effectivement devant il y a une première pâture ici. Oui, alors ça c'est une toute petite pâture qui a plusieurs intérêts. C'est quand les chevreaux sont petits, ça nous permet de bien les avoir sous les yeux et de bien surveiller. Ça nous permet d'avoir quasiment tout le temps des animaux en présentation parce que vu qu'on fait de la vente directe, quand les gens viennent, ils ont quand même envie de voir à quoi ressemble une chèvre angora s'il y a des animaux qui sont plus loin en pâture. Et puis nous, quand il y a des animaux un peu critiques ou des choses comme ça, on les a juste, vu qu'on habite en face, on les a sous les yeux. Donc c'est vraiment une pâture hyper pratique qu'on utilise pour les périodes de vie fragiles. Voilà. Ça, est-ce que c'est une pâture semée, c'est une pâture complètement naturelle? Elle a été semée, mais il y a très longtemps. Maintenant, c'est n'importe quoi. Il y a de l'orge des rats, il y a du régras, il y a un peu de dactyle, un peu de trèfle. Et puis après, je vois qu'il y a de la bardane qui pousse, un peu de chardon. Voilà, c'est pas une pâture très intéressante, stratégiquement parlant au niveau alimentaire. Pour rester sur la thématique de l'alimentation, donc tu as cette petite parcelle là, en tout sur le corps de ferme ici, il n'y a qu'un demi-hectare, donc il y a une autre pâture derrière. Alors parce qu'on a racheté un hectare derrière, donc il y a un peu plus d'1 hectare là. Ensuite, on a plein de petites pâtures en location ou en prêt, un peu partout autour du village ou dans les villages alentours. Donc nous, on a un troupeau vachement sympa qui est hyper docile, hein. Je le déplace tout seul, je les appelle, ça suit, mais on les déplace quasiment toutes les semaines. En saison d'estive, on les déplace de pâture toutes les semaines à peu près. Quelle superficie il faut pour nourrir tes 50 chèvres? Ça dépend de la qualité des pâtures.
température et puis du modèle qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut un modèle extensif, on va mettre 3-4 chèvres à l'hectare. Si on veut du semi-extensif, on peut aller jusqu'à 15 à l'hectare, quoi, à peu près. Mais dans ce cas-là, il faut avoir à côté des pâtures qui vont produire le fourrage pour l'hiver. En fourrage, elles ont un mélange foin-luzerne qui est produit par un éleveur de chèvres laitières à côté, à qui j'achète. Et puis elles ont du concentré en hiver, du granulé, qui est stocké dans le silo derrière, là. D'accord. Voilà. Là, c'est du granulé pour l'hiver. Ouais, donc ça, on se fait livrer par un livreur d'aliments 2-3 fois par an, quoi. En été, elles sont en pâture à l'herbe à la prairie, quoi. Pas où on va après? Par là? Non, on va aller par là. On va Parce voir que ici, on va y retourner après. Peut-être qu'on va ramener les chèvres ici après? Non, on va les ramener dans un autre terrain qui est dans le village. Ah oui, Là, il y a rien. juste mes trois petites chèvres. Parce que j'en ai une qui boitait et je lui ai mis des copines. Et je voulais pas qu'elle soit dans. Voilà. Tu voulais pas qu'elle soit toute seule? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On où va après? voir les micromis. Ah! Non, tu veux changer? Enfin, Alors, ça fait attendez, changer. Non, ça fait changer, mais c'est pas grave. Alors, parce que les amis, là, il vient de balancer comme ça, on va voir les micromis. Je vous en ai pas parlé. Les micromis, qu'est-ce que c'est déjà, Romain? Parce qu'on va aller voir, on n'est plus du tout sur le domaine de la chèvre. Mais Romain, comme il était vétérinaire avant et qu'il aime bien la génétique, voilà, j'ai l'impression qu'il a des petites passions pour des races, des petites espèces, comme ça, il va nous en parler. J'avais envie d'avoir un projet pour préserver la biodiversité. Donc à la ferme, on fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des nichoirs. On a plein d'espèces intéressantes qui nichent, dont on arrive à faire grossir la population, même si la population nationale baisse. Mais là, en fait, le constat est parti d'une autre chose. C'est qu'il y a une espèce qui s'appelle Micromis minutus, qui est le plus petit rongeur d'Europe. C'est hyper mignon, tu vas voir. Qui a quasiment disparu d'Eure-et-Loir. Avant, il y avait des données chaque année dans les années 40. Et là, dans les 30 dernières années, je crois qu'il n'y a que 2 données. Il a été vu que 2 fois, alors qu'avant, il y en avait dans tous les villages, partout. Donc on s'est dit, pourquoi il disparaît? On s'est un peu penché sur le truc. C'est un rongeur qui ne vit que dans les strates hautes des graminées. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de terrier, il tisse des nids, comme des petits nids d'oiseaux fermés avec un petit trou, c'est hyper mignon, en hauteur, dans les graminées hautes. Et en fait, vu que tout est fauché une fois par an, ou broyé, ou tondu, il n'y a plus de prairie haute permanente qui existe. Et donc, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Et on s'est dit qu'il faudrait que les gens arrêtent de tondre pour favoriser la biodiversité. Sauf que si on dit à quelqu'un, arrête de tondre une zone, il va arrêter de tondre, mais en fait, une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, le réflexe va revenir et il va tondre. Alors que une prairie haute permanente, c'est un milieu hyper riche au niveau préservation insectes, oiseaux et puis micro-mammifères. Et donc on s'est dit il faut utiliser cette espèce-là, qui est hyper exigeante, comme excuse pour essayer de créer des prairies hautes permanentes. C'est-à-dire que si on dit à des gens, à des propriétaires, des communautés de communes, des communes tout court, ou des entreprises, si vous arrêtez de tondre dans cette zone, ce sera bon pour la biodiversité et on va y remettre une espèce qui ne se porte pas bien et qui a une bonne tête, et ben ils vont se dire, oui, effectivement, si on tond ou qu'on broie, on les mixe. Donc on n'a pas envie de les mixer. Et en protégeant cette espèce-là, on en protège tout un tas d'autres. Voilà, donc c'est à la fois préserver cette espèce-là pour l'espèce en elle-même qu'elle est, parce que chaque espèce est le fruit de millions d'années d'évolution et c'est dommage qu'elle disparaisse. C'est d'utiliser cette espèce pour créer des zones refuges en fait pour la faune sauvage. À partir de terrains inutiles, c'est-à-dire que le but c'est pas d'aller rogner sur des terrains agricoles, c'est pas d'aller rogner sur des terrains qui doivent être tondus comme des terrains de foot ou je sais pas quoi. On voit dans les zones industrielles autour des hangars, tout est hyper tondu. Il y a des gens qui ont des très grands terrains et qui tondent tout à ras alors qu'ils pourraient laisser une partie haute. Enfin, comme là, si on tond le bord en fait et qu'on laisse haut autour, ça fait pas non plus à l'abandon. Il y a 10 fois plus d'espèces, même plus que ça, hein. Je ne sais plus combien dans une prairie haute, combien il y a plus fois plus d'espèces animales et végétales que dans une prairie tondue, mais c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est le projet qu'on a monté, donc on a eu plusieurs sites de relâcher. Pour l'instant ça marche bien, on met des petits pièges photos pour vérifier que le projet fonctionne, et ça fonctionne bien, ça prend de l'ampleur petit à petit, c'est hyper intéressant. Eh ben allons voir le micromis, allons voir le micromis. Donc là c'est mes caisses d'élevage que j'ai là-dedans, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas l'heure d'activité à fond, mais on va en voir. C'est trop drôle. C'est trop mignon, hein. Oh là là, ça bougeait de partout. Regarde, on les voit. On les voit. Là, t'en as un là. Ah, Ah merde, oui, toi, je l'ai raté. Donc là, t'as ouvert au-dessus pour... Ah oui, pour pouvoir les pécho. Ouais, juste pour en choper un pour vous en montrer un. Ah là, t'en as chopé un là? Parce que, ouais, pour que vous vous rendiez compte, parce qu'on se rend peut-être pas compte derrière l'image, mais une souris c'est 25 grammes, ça c'est 6 grammes. C'est même pas un quart de souris, quoi. Donc ça c'est un adulte que j'ai chopé là, c'est pas la mignonitude même. Oh là là. Tu vois, donc quand on te met ça dans ton terrain, t'as pas envie de les mixer. Ouais, il est pas ravi, hein, mais tu vas y retourner, t'inquiète, pas de panique. Pas de panique, petit machin. Il est mort. Il te mord? Ouais. Ça fait quoi? Ça fait quoi un truc de 6 grammes qui te mord? Ah, c'est violent, hein. Moi, je lui tiens la queue en même temps. Mais c'est fou, hein. C'est un adulte là que Ouais. tu tiens? Ouais, ça c'est un adulte. Regarde, il s'énerve. C'est drôle de se dire, ah,
Tu vas me lâcher. Ah, Tu il vas est me courageux, lâcher, hein, tu vas il me s'attaque lâcher. à... Donc voilà, donc ça vit en hauteur. Alors moi, voilà, pour des raisons un peu zootechniques, j'ai fait des espèces de tours de paille pour qu'ils puissent faire plein de nids à l'intérieur. Mais dans la nature, ils tissent vraiment des nids... Ouais, je te relâche parce que j'en ai marre que tu me mordes. Et alors, c'est le seul C'est un mammifère Spider-Man. européen qui a une queue préhensile, c'est-à-dire qu'il est capable de la bouger pour s'accrocher un Ah peu. ouais. On voit un peu là, un peu comme certains singes, quoi. Ouais, ouais. Alors, elle n'est pas aussi préhensile que certaines autres espèces, mais c'est le seul en Europe. Bon, c'est pas l'heure où ils sont super actifs, hein, mais C'est la nuit où ils sont actifs? le matin. Donc voilà, donc si les gens veulent en savoir plus sur le projet, il existe un site internet qui s'appelle micromis28.fr. Micromis, ça s'écrit M-I-C-R-O-M-Y-S. Donc micromis28.fr. Mais alors du coup, le but c'est que les gens ils puissent te contacter sur ce site. Voilà. Et toi tu leur offres des micromis pour qu'ils mettent dans leur prairie? C'est ça. Alors en fait, bon, faut trouver un peu le lien. Ça coûte pas très cher, hein, mais faut soit qu'on récupère une caisse de relâcher parce qu'il y a tout un protocole pour les relâcher. Nous on travaille avec une société qui s'appelle la Menuiserie Solidaire, qui est une société de réinsertion, qui nous fait les caisses de relâcher. Mais ça c'est payant du coup, mais c'est ce qui se justifie, hein. Mais bon, l'association on en a quand même un petit pool de caisses qu'on fait tourner en fonction des endroits. Et puis voilà, on cherche des terrains assez grands et puis où les gens sont prêts à accepter de faire un peu les suivis des populations quand même. Ça demande un tout petit peu de travail, mais surtout à ne plus tondre cette zone-là. Et quand je dis ne plus tondre, c'est pas tout à fait vrai, c'est tondre un tiers de la parcelle tous les ans, pour que tous les 3 ans, tout soit tondu, pour que le milieu ne se ferme pas et que ça reste une prairie. Voilà, en fait, on tonde chaque endroit qu'une fois tous les 3 ans. Alors question pour moi qui est 5 hectares de prairie, Ouais, mais c'est 5 hectares de prairie inondable. c'est pas grave ça. C'est pas grave? Ah bon? Ah non, au contraire, c'est hyper opportuniste. Par contre, autant ça a besoin de graminées hautes toute l'année, autant ça peut être plutôt en zone sèche, plutôt en zone humide. Alors déjà, si c'est proche de zone humide, c'est plutôt mieux Dans une parce que zone pour humide, boire, Natura 2000. et ben, c'est parfait, mais si ça se trouve, il y en a déjà. C'est aussi une des conditions avant d'en mettre, c'est qu'on vérifie qu'il n'y ait pas déjà une population autochtone, parce que le but, c'est pas de déstabiliser un équilibre qui existe déjà. Là, si c'est une prairie haute, enfin, tu vois, qui est déjà le cas, la zone... au profit de la faune sauvage, elle existe déjà. Le but, c'est plutôt d'arrêter d'avoir des zones inutiles à tout le monde, qu'on tonde, et d'en profiter pour faire des zones pour la faune sauvage, qui a quand même plus beaucoup de zones à son actif. Il y a des entreprises qui nous contactent, qui disent bah, « moi j'ai 1 hectare en tout autour de mon hangar, le fond je peux faire une bande de 20 mètres sur 100 que je tombe plus ». Voilà, et là ça c'est hyper intéressant. Ou des particuliers qui ont des grands jardins et qui disent bah, en fait moi il y a une zone que je tombe plus, on pourrait les réintroduire, ou que je ne vais plus tondre. On travaille aussi avec des écoles, enfin voilà, il y a plein de... Donc ça, c'était la petite pause micromis. Maintenant, On retour repart aux sur les chèvres chèvres. si on veut bien. Il file tout droit, hein. On va où? Attends, mais c'est par là. Elles sont là-dedans, là. Ah, elles sont tout là-bas au bout. Ouais, et en fait, on va leur ouvrir là-bas pour les ramener dans le village là-bas. On les ramène au village? Ouais, Attends, est-ce que tu es en train de me dire là qu'on va faire une transhumance sur les routes? c'est ça, une transhumance d'au moins 1,5 km, je pense. Ah bah ouais, mais c'est ma première transhumance. Bah alors, on peut prendre un chemin ou on peut prendre la route, si tu veux. C'est comme tu veux. Pour faire le plus rapide, on va prendre les deux, ouais. On va Il y a prendre des les deux. très beaux chemins. Non, mais je veux dire, il y a des fois, on prend les jolis chemins, on fait un détour parce qu'on aime bien. Mais là, on n'a pas trop le temps, je crois. Bah, c'est-à-dire que j'ai un spectacle à faire ce soir, Ouais, mais. c'est ça. Ouais, ouais. Et donc, du coup, là, tes chèvres, elles sont ici depuis combien de temps? Là, elles doivent être ici depuis 15 jours à peu près. Ouais. Et voilà, en fait, demain, on a un projet avec le Conservatoire des espaces naturels pour entretenir des zones où il y a des orchidées protégées. Le projet marche bien parce que ça multiplie par 10 le nombre d'orchidées depuis qu'on y met les chèvres pour réouvrir un milieu qui était en train de se fermer. Et oh, regarde, je suis trop content. Regarde, t'as Quoi? vu l'héron garde-bœuf qui se barre là-bas? En fait, c'est un oiseau africain qui est en expansion. Mais non. À cause du réchauffement climatique. Il commence à y en avoir un peu sur tous les troupeaux en France. Et moi, j'adore. Et je suis trop content d'en avoir maintenant sur mon troupeau. Donc, on a des animaux africains là dans ton. Ouais, En Eure-et-Loir. Ouais, bah hier il y en avait 3, là j'en ai vu un, mais on va peut-être en voir d'autres. Ce qu'on appelle des hérons garde-bœufs, c'est des petits hérons qui vivent autour des troupeaux et qui chopent les mouches. Et les chèvres elles s'en foutent, elles ont leur héron sur le dos, c'est trop mignon. Oh, là-bas, là-bas. Regarde, il va se poser sur les chèvres. Il est au-dessus, tu le vois là? Ouais, je le vois. Donc, on parlait de ce programme pour De sauver les ce orchidées. partenariat pour sauver des orchidées sur des zones Natura 2000 gérées par le Conservatoire des espaces naturels, qui fonctionne bien. Et là, ils m'ont demandé en juillet de mettre 10 chèvres sur une parcelle. Donc, je vais rapprocher le troupeau de la ferme pour faire le sevrage demain, séparer ces 10 animaux qui vont aller pâturer sur les zones Natura 2000. Voilà. Et donc, j'approche, vu que je pars demain matin, je vais ramener le troupeau plus près de la ferme. Je ne vais pas le ramener à la ferme parce qu'il va y avoir du monde ce soir. Mais je le rapproche comme ça, demain matin, ce sera plus simple de charger les animaux. Voilà, donc je vais ouvrir là. Ah, c'est là. Attends, mais t'ouvres ici
Mais il n'y a pas de passage là pour l'instant. Non, je vais déplanter. Tac. C'est juste que c'est la fin du filet ici. Mais attends, parce que moi, en même temps que tu travailles, je te pose des questions. Vas-y, vas-y. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que là, tu as juste une petite clôture enfilée comme ça, alors que tu as des chèvres. Ouais, mais c'est de la clôture électrique. Ouais, mais ça saute facile ça. Ouais, mais elle la craignait tellement que ça marche. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai toujours entendu que c'était trop dur d'élever des chèvres. Parce que c'était, ça se barre tout le temps, c'est ouais. pas faux. Mais la clôture électrique, quand on les a bien dressées, qu'on la met bien à fond, elles en ont vraiment peur. Alors par contre, si ton générateur tombe en panne, en fait, je pense qu'elles le sentent ou elles entendent ou elles testent de temps en temps. Mais c'est foutu, par contre, elles le respectent plus du tout. Mais ça marche bien, ouais, quand même. En tout cas, moi, ça marche bien. Après, si tu es dans un endroit où si elles commencent à avoir faim et tout, elles vont se barrer, ça c'est sûr. Mais si tu les changes régulièrement, elles ne le font pas. Je vais juste appeler le petit groupe qui est là-bas. Quand tu dis de l'appeler. Je vais brailler, du coup, ça va faire du bruit. Et les bibiches! Allez, 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 allez. T'as vu, c'est des petits mignons. Il y a plein de mignons. Allez, venez, on y va, on y va, on y va. Ah, elles sont toutes molles, c'est énervant. Et alors, comment ça se fait qu'il y a un petit groupe là qui était Bah, à je sais l'écart pas, ils étaient partis manger sans le reste du groupe. Et alors, du coup, ça Parce c'est qu'ils- un ils bouc craignent un peu des caméras. castré. Ah, un entier, ça c'est un entier, c'est optimiste. Il est là, mon autre entier. Tiens, regarde, il commence à se pisser dessus. Ah ouais. Et là, il fait du phlémène pour capter les phéromones. Tu vois, il commence à sentir les jours qui rallongent, qui raccourcissent, c'est ce que je t'expliquais. Elle me fatigue, les molas, je vais les bouger. Là, t'as combien de boucs là? J'en ai 2. Et l'autre est castré? Non. Ah, il y a 2 boucs entiers? Ouais. C'est Allez, tellement bougez-vous, là. mignon. Ah, elles ont eu chaud, elles sont toutes molles. Oh là là, vous êtes si choupichou. C'est la transhumance la plus mignonne que j'aurais faite de ma vie, je pense. Ouais, elles sont mignonnes, hein. Puis c'est hyper sympa comme race. Donc là, faut que je me dépêche parce que tu vois, elles ont pas de meneur, elles vont faire n'importe quoi. Ok. Non, 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 les biches, on prend le chemin court là. Allez, venez là, venez là, venez là, venez là, venez là. Hop, hop, hop. Ouais, Attends, ouais. par contre, putain. Ouais. Il faut un embouteillage. Et les boucs, ils passent quand même devant toi, ils veulent quand même mener le troupeau ou quoi? Ouais, bah c'est parce qu'ils sont hyper sympas. Ils sont hyper sympas. Ça, c'est vraiment vrai trop mignon, hyper câlins. Franchement, après, t'as les mains qui puent, mais ils sont tellement câlins et tellement mignons. Ils se marrent aussi, trop sympas. Et là, c'est un bouc castré, du Ouais. Tu vois, ça, c'est un vieux mâle qui nous fait des plaids. Il est trop cool. coup. J'ai mal qui nous fait des plaids. Non, mais tu vois, son mohair est beaucoup moins fin. Ah ouais, c'est vrai que tu aurais pu nous faire Bon, un ça petit point marche, sur là les différents types de laine. En fait, grosso modo, là, c'est assez intéressant, les 3 premiers. Un très vieux. L'espérance de vie, c'est à peu près 10 ans en chèvre angora. Lui, il en a 12. Son mohair, déjà, est plus blanc. Ça veut dire qu'il prend moins la poussière, donc ça veut dire qu'il est plus épais souvent. Il est moins frisé. Tu vois, les gens disent c'est plus joli parce que ça fait plus des mèches ondulées, mais souvent la frisure va un peu avec la finesse en mohair. Et on voit un mâle entre les deux, donc son mohair est plus fin que lui, on voit qu'il est plus frisé. Et lui qui est un jeune mâle en plus particulièrement fin, et on voit que son mohair il est plus foncé et beaucoup plus bouclé. On voit bien sur ces 3-là, c'est assez intéressant. Elle est pas belle la vie quand tu vois ça. Ah bah oui. On fait jusqu'à 10 km avec les chèvres. C'est super de marcher longtemps avec le troupeau en fait. C'est hyper apaisant. On passe par des chemins tout mignons. Tu es avec ton troupeau tranquillement. C'est génial. Je dois dire que la petite balade comme ça, dans la forêt, avec les chèvres derrière, c'est quand même agréable. Alors là, on a de la chance, hein, on est en plein été, j'imagine qu'au printemps, Oui, c'est sympa pas aussi. toujours comme ça, ouais. Mais en hiver, quand tu dois aller bouger tes chèvres, que ça drage dehors, Bon, en partie, hiver, déjà, elles qui sont à doit- l'intérieur, mais c'est sûr qu'il y a des saisons un peu moins sympas que d'autres. Ouais. Voilà, donc là, elles sont à 1 mois de leur tonte, quoi. Elles seront tondues dans 1 mois et demi. Et alors, quand elles sont tondues, là, il n'y a plus personne qui te dit que c'est des moutons, hein. Elles sont du coup toutes blanches parce qu'elles viennent d'être tondues. Puis on voit que c'est très anguleux, ça a vraiment la forme de la chèvre. Tu vois, ça n'a plus du tout un aspect mouton. Ah, ça bouffe quoi là? Du jeune chêne? Du jeune chêne, des ronces. Leur passion, c'est les ronces. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai plein de ronces à la maison. Ouais, ça, les adore. C'est fou sa passion ronce. Ouais, Ah et ça c'est une très très jolie et plantée, dit. ouais, c'est beau, hein. Ah ouais, il y a de tout là. Je sais pas si tu connais un peu un oiseau, mais il y a des pie-grièches dedans. Un oiseau carnivore qui chope surtout des gros insectes en fait, mais aussi des musaraignes, des tout petits micro-mammifères aussi. Ça s'appelle pie-grièche écorcheur parce que ça chope ses proies et quand ça en a en abondance, ça les plante sur des épines de ronces ou sur les barbelés. Ah oui, Et tu vois des souris comme ça plantées et elle les fait sécher comme ça. Il y a plein de souris plantées sur les barbelés. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle pie-grièche écorcheur. C'est trop beau. Et Non, alors, mais du j'ai coup, l'impression qu'en fait on est au drive, tu sais. C'est vraiment. elles servent au fur et à Elles moulent et- mesure. Ils sont trop drôles.
Et les voisins, les voisines, t'es quand même dans un petit village, quoi, où il y a quelques jours. Ouais. Quoi. Bon, déjà, le projet, il a toujours été bien accueilli. On a des voisins super sympas qui prennent les choses plutôt bien, qui aiment bien en fait la vie que ça amène dans le village, de les voir traverser le village régulièrement. Les animations qu'on organise, souvent ça marche bien. En plus, j'imagine que les voisins, ils viennent aussi te voir avec leur chat et leur chien pendant la semaine. Ouais, chez moi, ça j'adore. Franchement, on n'a pas trop de soucis. Et puis, tu vois, elles se sont déjà sauvées 2 fois dans le même jardin d'une voisine qui a un jardin sublime. Oh, la honte, elles Ah, ça a dû gueuler. ravagé les rosiers. Alors, moi, j'y suis allé tout morveux et elle m'aime pas. Elle m'a dit, oh, c'est normal, c'est des chèvres. Bon, elle est hyper gentille. Hein. Mais tu vois, même elle qui aurait pu être hyper énervée contre les chèvres parce que moi, je l'aurais été. Et en plus, c'est arrivé 2 fois. Hein. Bon, 2 fois en 15 ans, mais c'est quand même un peu énervant, quoi. Allez, les biches, on avance! Ah, c'est des biches maintenant. Oui, moi, je les appelle bibiches. Bah, ça, c'est familial aussi. J'ai toujours entendu dire bibiche pour appeler des chèvres dans ma famille. Ils disaient bibiche pour les chèvres et pluche pour les moutons. C'est bizarre. Attention, Nawal, les boucs arrivent. Il est pas trop beau, lui. Ils sont tous les deux là au salon de l'agriculture plusieurs fois, eux deux. Ah ouais En parlant de salon de l'agriculture, Ouais. t'es bio? Non, je suis pas bio. Alors, j'aimerais bien l'être. Et tout le monde me dit c'est tout comme. Sauf que en fait, moi je trouve que le tout comme et bio, c'est très différent parce que tu prends quand même des libertés si t'es pas réellement bio. C'est tout comme bio. Je dis bah non, mon aliment par exemple, il n'est pas toujours bio, tu vois. Enfin, alors que si j'étais bio, j'aurais pas le choix. Alors, je suis pas bio pour plusieurs raisons. Première raison, il n'y a pas de cahier des charges laine bio. C'est-à-dire que jamais on pourra écrire bio sur nos produits en mohair. Ce qui est quand même un peu dommage. Parce que c'est toujours pas considéré comme un produit agricole. Enfin bref, ça n'a pas de statut et c'est compliqué. Ce qui fait qu'on a une TVA à 20%. Enfin, il y a plein de problèmes comme ça liés à ça. Allez, on y va là! Allez, 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 allez! Qu'est-ce que vous faites tout au fond là, optimiste? La représentation de l'expression « il y a du monde au Ah. portillon ». Elles n'ont pas compris. Non mais c'est que généralement je les mets là et je les laisse dans cette partie-là. On va au fond cette fois-ci. Allez, venez les bibis. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bon, vous avez compris. Et Ouais, elles sont pas attendez-moi bien, elles écoutent bien. Hein. Les copains, Oui, attendez-moi. Excuse-moi, on s'est coupé dans le bio parce qu'on a changé de parcelle, mais là on est clairement sur un terrain de foot. Hein. c'est ça qu'on nous prête. En fait, elles vont derrière le terrain de foot. Oui, bah parce que le terrain de foot, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent là, visiblement en ce moment. T'as vu ça? Et alors, tu nous expliquais Donc, il y a pourquoi ça. t'es pas bio? Et puis, il y a Parce aussi que la laine le ne fait peut pas que être je bio. t'expliquais tout à l'heure avec cette histoire de coopérative, c'est qu'on transforme en commun avec les autres éleveurs. Et du coup, vu qu'on mélange nos laines, et ben forcément, ça ne sera pas bio. Par contre, tu peux avoir un élevage en conduite bio en disant mon élevage est bio. Et ça, je pense que je vais me mettre en conversion l'année prochaine, j'aimerais bien. J'en suis pas très loin en fait, il suffit que je change mon aliment concentré et puis on y est. Ma luzerne est certifiée bio, enfin... donc c'est pas très compliqué. Je suis sur des pâturages qui sont pas traités depuis des années, donc je pourrais passer en conversion rapidement. Mais il faut juste que je me bouge et que je le fasse. Tant qu'on en est à parler de législation, donc t'es pas en bio mais tu souhaites faire la conversion, est-ce que tu as demandé des aides à l'installation? Non, j'ai pas demandé d'aide à l'installation parce qu'il y avait des contraintes. Alors déjà, en Angora, la difficulté n'est pas l'investissement de départ, mais la trésorerie. C'est-à-dire que vu que le mohair il met 6 mois à pousser sur l'animal, après tu as 6 mois de transformation avant de pouvoir vendre tes produits, déjà tu es à 1 an. Et la transformation, tu la payes d'avance. C'est-à-dire que le coût de transformation, tu la payes à la SICA. Quand tu livres ton mohair, tu commences à avancer les frais. Alors tu payes un solde à la fin, mais quand même tu t'avances énormément du coût de transformation. Et puis nous, la transformation, on doit être à 30 000 € par an, tu vois, donc c'est quand même une grosse trésor à faire marcher. Mais ça, c'est du coût de fonctionnement. Et ça rentre pas dans les aides. Et en fait, c'est pas un investissement. Les aides à l'installation, elles sont pour des investissements. Ensuite, il fallait prouver pouvoir dégager un SMIC au bout de 5 ans, ce que je pense qu'on n'aurait pas atteint. Parce qu'on a commencé petit, on a grossi petit à petit. Voilà, on a monté le truc sans aide. Mais il faut avoir une trésorerie solide quand même, et puis voilà quoi. Si tu veux bien, je vais juste fermer avant qu'elle fasse demi-tour. Nous voici de retour à la ferme La Bouquetière avec Fanny ce coup-ci. Nous avons déplacé les chèvres et ce midi, vous avez reçu ce carton qui normalement doit aller dans la boutique. Bonheur! Oui, parce que tu ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Non, c'est Noël. C'est Alors- toujours la surprise. On le récupère, on va le ranger? Ouais. Us! Ok. Hop! Donc là, effectivement, on vient de rentrer dans la boutique et je comprends mieux ce que disait Romain quand il parlait avec la laine mohair un peu féminisée. C'est vrai que là, je me vois mal porter ce poncho, moi, par exemple. Enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que ça m'irait très bien, mais c'est pas trop mon style.
Non. C'est super coloré, hein, c'est impressionnant. Hein. C'est l'avantage, c'est que le mohair, ça prend hyper bien la teinture. Donc, comme c'est une laine à écailles fermées, comme il expliquait tout à l'heure, quand on la chauffe, les écailles s'ouvrent et la teinture s'enferme à l'intérieur. Quand ça refroidit, ça referme. Et du coup, ça permet d'avoir une gamme de couleurs hyper large et hyper lumineuse. Donc là, on ouvre ton carton. Parce que là, ce qui Cadeau s'est de passé, Noël. c'est quand même, juste pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, ça, c'est une tonte que vous avez envoyée au mois de février. C'est ça. On l'a livré début mars à la coopérative. Et voilà, donc c'est la première chose qui arrive. Sachant que nous, on a passé commande fin mars. On a commandé ce qu'on souhaitait. On a équilibré entre plot de laine, produits finis. Et en fait, on ne sait pas dans quel ordre les produits arrivent. C'est une fois que c'est fini, ils envoient. Donc on ne sait pas s'il y a des chaussettes, des plots, des... Voilà, on va découvrir ensemble. Allez, let's go. Déjà, nous avons des sacs. Ça tombe bien parce que nous n'en avions plus. Et donc, des pelotes. Ok, donc ça vient sous cette forme-là. Soit sous forme de pelotes. Mais là, tu savais ce que tu avais commandé quand même ou pas? Alors, je sais ce que j'ai commandé, mais en fait, on va tout recevoir étalé sur 3 mois. Donc, je sais exactement ce que j'ai commandé. Par contre, je ne sais pas ce qui arrive en premier. Là, je ne savais pas qu'ils avaient fait du bleu, par exemple. Parce que souvent, ça arrive par teinte. On va avoir tout le bleu, puis tout le rose, puis en fonction des bains qu'ils ont fait. Donc, je sais exactement ce que j'ai commandé. Par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le carton par rapport à ce que j'ai commandé. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'il y a l'air d'avoir un peu de tout. Il y a des chaussettes, ça tombe bien. Nous n'en avions plus en 43-45. Voilà, il y a du jaune. Il y a aussi des écharpes. Voilà, on a plein de couleurs de chaussettes, du vert, du bleu. C'est chouette, il y a beaucoup de pelotes. Nos tricoteuses vont être contentes parce que là, notre table est misérable. D'habitude, on a 25 couleurs de chaque type de fil. Et là, on n'a presque plus rien. Donc, quand les tricoteuses arrivent à la boutique, elles sont très déçues. Donc là, je vais pouvoir annoncer que ça y est, on a des plots de laine qui sont arrivés. Et je vois qu'il y a de la diversité puisqu'on a des bleus, du rose. On a du rose pâle. Les tricoteuses vont pouvoir travailler cet été. Pour avoir chaud cet hiver. Donc, grosso merdo, Trop tout bien. arrive comme ça. Mais alors, du coup, ça veut dire que vous avez envoyé la laine à la Sycamohair. Mais la Sycamohair, elle fait pas juste tisser le truc en fait. Non. Là, ça arrive directement. Ça enfin, arrive il y a déjà directement des trucs tricotés, transformé, quoi. voilà, c'est ça. Donc la Sycamohair tricote des choses, par exemple, si on ouvre ça, nous avons une écharpe tricotée en machine. Donc voilà, ça, c'est la Sycamohair qui s'occupe de tout façonner. Et après, elle nous envoie des plots de laine. Donc voilà, par exemple, ça c'est de la mohair et soie. Donc nous, on les reçoit par paquet de 20. Donc on vend à la plotte, mais on fait aussi, il y a des tricoteuses qui travaillent pour nous. On donne des plots aux tricoteuses et voilà. Par exemple, elles font des snoods tricotés à la main qu'on vend après en boutique. Donc là, pareil, avec ce carton, je vais pouvoir appeler des tricoteuses pour dire ça y est, on a enfin de la laine. Vous allez pouvoir prendre un peu d'avance pour l'automne et l'hiver. Donc du coup, en fait, la laine mohair, c'est vraiment pour l'hiver, parce que là, je vois ce que vous faites. Des bonnets, des écharpes, des tours de cou, des Oui, c'est chaussettes, très des gants. saisonnier. Sinon, à part les tricoteuses qui tricotent toute l'année globalement, sinon, effectivement, nous, le maximum de nos ventes, c'est entre automne-hiver. On commence au mois de septembre. Surtout septembre-décembre, là, c'est vraiment le gros pic où non seulement on a la boutique à la ferme pour la vente directe, mais on fait aussi les marchés tous les week-ends, du coup, presque de septembre à décembre. D'accord. Donc la commercialisation, ça se passe ici. D'ailleurs, c'est quoi les ouvertures ici? Ici, on est ouvert le mercredi matin et le samedi matin. Et les autres jours, c'est sur rendez-vous. C'est quoi le site internet? Comme ça, on l'écrit là. mohair-labouquetière.fr. Donc si vous voulez vous équiper pour l'hiver, c'est là que ça se Ouais. passe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi des ponchos. Bon, alors, je vois souvent des copines porter ce genre de truc. Mais ça se porte à quel moment ça? C'est quel Et bien genre ça, de c'est saison, hyper ça pratique. Moi, c'est le premier produit que je me suis offert de notre première transformation. C'est vrai? Je me suis pris un poncho comme ça. Du coup, il a 13 ans maintenant. Et il est nickel, alors que je le porte et je le surporte et je le surporte, et c'est toujours le même. À rajouter par-dessus à tout moment, quand on est en réunion, qu'on n'ose pas remettre son manteau, qu'il fait un peu froid, hop, on enfile un petit poncho. Et comme le mohair est très léger, ça permet de l'avoir dans le fond de son sac sans que ça pèse trop lourd. Ok, mais ça c'est peut-être bien pour moi, pour la scène ça. Ça c'est un peu unisexe ça. Oui, ben ça c'est les pulls hommes en plus. Et ça c'est super fin. Oui, et malgré la finesse, c'est très chaud puisque le mohair, c'est 2,5 fois plus chaud que de la laine de mouton. Donc ça permet d'avoir des pulls fins, mais pour autant très chauds. Et notre produit phare, c'est la chaussette. C'est vrai? Je vous présente La chaussette en mohair. Ça change tout à la vie des pieds l'hiver. Une C'est fois vrai que vous avez testé, vous ne les quittez plus. Le gros avantage en plus, parlons lavage. Oui, Parce parlons. que ça, c'est Mais oui, quand c'est même vrai, la ça. grosse question. Parlons lavage sur la chaîne de Nicolas Mérieux. On n'en parle pas assez du Ah, lavage. on parle pas assez Non, du c'est lavage. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce dommage. que quand les gens rentrent dans la boutique, ils disent « Oh là là, mais en fait, je vais le mettre une fois, puis il va traîner dans le fond de mon bac à linge, et puis je ferai jamais de lessive-linge, et ce sera mort. » Eh ben, les chaussettes, madame, monsieur, elles passent en machine à laver à 30. Avec tout le reste, il n'y a pas besoin de leur faire un programme laine. Là, on sent qu'elle fait les marchés. Hein? Et alors, je vous confirme, j'ai porté ces chaussettes-là tout l'hiver. Machine, ça n'a pas bougé. Nicolas Mérieux approved.
Parce que vraiment, ça change tout au confort du pied, d'avoir bien chaud au pied. Vous avez un remaillage traditionnel à la main pour ne pas avoir de coutures au bout. C'est très impressionnant de voir, ce ne sont que des femmes qui remaillent à la main, maille par maille. Voilà, elles sont faites à Mont-Solémine. Elle passe en machine à laver à 30 avec tout le reste. Et pour finir le petit point lavage, les autres produits passent en machine à laver, mais cette fois-ci au programme laine à froid. Et bien à froid, sinon ça rétrécit. Eh ben écoute, si c'est tout bon, on va aller conclure cette vidéo avec Romain. Hein. Trop bien, merci. Les amis, cette vidéo se termine. Merci infiniment Fanny et Robin de nous avoir ouvert les portes, ainsi que nos esprits sur la laine mohair, la chèvre angora, j'ai reçu ma leçon. Et en fin de vidéo, il y a toujours 2 questions que j'aime beaucoup poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde dans cette vidéo et dont on n'a pas parlé? On a le droit de répondre non. Tu as le droit. Eh bien non. Je trouve qu'on a fait un tour assez exhaustif. Ouais. Ok, nickel. Tu es un questionnaire formidable. Arrêtez. Et du coup, la dernière question, et ça, vous ne pourrez pas y échapper. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans le monde agricole? Il faut oser. C'est un conseil, il faut oser, ok. Court, efficace. Court, efficace. Même si on n'aime pas les animaux? Même si on n'aime pas les animaux. Mais si on n'aime pas les animaux, il faut être bien accompagné. Parce que sinon, seul, ça ne peut pas marcher. C'est le deuxième conseil. C'est quand même plus facile d'être accompagné. Okay. Même si on aime les animaux. Romain? Ouais, c'est sûr que c'est plus facile à 2, ça c'est évident. Après, si on n'aime pas les animaux, il y a aussi la culture, on n'est pas obligé de faire de l'élevage. Il faut trouver une niche en fait, parce que les grands trucs méga subventionnés, je sais pas, moi ça me conviendrait pas. Moi je suis content de ne pas vivre de... Alors évidemment, on ne vit pas que de ça aussi, on peut nous le dire, mais économiquement en tout cas, notre structure est viable et je suis content de ne pas dépendre des subventions et de vivre de mon travail en fait. Eh bien du coup, merci pour cette vidéo. Et là, on peut dire au revoir aux gens, ils sont là-bas. Salut! 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 À la prochaine!